Bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreux pour venir écouter nos intervenants débattre autour de la question croire en la vérité. Donc 4 intervenants. À ma droite, Sylvie Taussig, qui est chercheuse au centre Jean Pépin, centre du CNRS, et à l'Institut français d'études andines à Lima. Également l'auteur, pour ce qui nous intéresse particulièrement cet après-midi, le système du complotisme, qui est paru aux éditions Bouquin. À ma gauche, Yam Yared. Yam Yared est née à Beyrouth. Elle est écrivaine et poète, auteure de plusieurs livres. Et le dernier, intitulé Implosion, au pluriel, aux éditions des Équateurs, 2021. À droite de Sylvie Taussig, Emmanuel Aloa, qui est professeur en esthétique et philosophie de l'art à l'université de Fribourg et auteur de plusieurs ouvrages pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, partage de la perspective, partage au pluriel chez Fayard en 2020. Et à gauche de Yam Yared, Abdenour Bidar, qui est philosophe, spécialiste de l'islam et de la laïcité, chercheur associé au groupe Société, Religion, Laïcité de l'École pratique des hautes études de Paris et membre du comité consultatif national d'éthique. Abdenour Bidar, qui est également l'auteur de plusieurs ouvrages, je vais citer les 2 derniers, Plaidoyer pour la laïcité et Génie de la France, paru cette année aux éditions Albin Michel. Alors, croire en la vérité, ce que l'on constate depuis quelque temps, c'est que finalement, l'accès généralisé à l'information et l'apparition des réseaux sociaux, que certains n'appellent pas d'ailleurs réseaux sociaux, mais réseaux de désociabilisation, on aura l'occasion d'en parler, tout cela conjugué à un certain affaiblissement des autorités, eh bien, on modifie en profondeur notre rapport à la vérité. À chacun sa vérité semble finalement être le leitmotiv des sociétés modernes, interrogeant la capacité collective à trouver des points de rassemblement. Alors, on l'a vu avec Donald Trump à la Maison-Blanche entre 2016 et 2020. Le monde a eu pour la première fois au sommet du pouvoir une idéologie du doute systématique sur la vérité. En 2016, le mot de l'année désigné par le dictionnaire d'Oxford fut post-truth, et depuis la post-vérité qui traduit une situation où les émotions et les opinions supplantent la réalité des faits, accompagne tous les discours, alimente tous les débats. On l'a vu là encore avec Donald Trump, mais pas seulement, également avec le référendum du Brexit et probablement un certain nombre d'autres exemples. On en parlera bien évidemment. Alors, qu'est-ce qui, dans le mot vérité, ne suffit plus à caractériser notre époque? Comment vivre dans une société où la vérité n'a plus vraiment de place, ni de statut crédible? Que faire dans un monde où le système du complotisme se met en place à grande échelle? Et comment en sortir? Yam Yared, je vais commencer avec vous. Dans votre ouvrage, Implosion, page 113, j'ai donc lu votre livre, vous écrivez « La vérité, n'en parlons plus, elle est devenue cette pierre jetée dans un lac. Personne n'ose plonger dans la vase pour aller la chercher. On se contente de deviner sa trace à partir de ses ronds dans l'eau. » Et la page d'après, donc pas la page d'après, plusieurs pages après, page 144, « Seuls les morts accèdent à la vérité. C'est de succomber au mensonge qui nous tuera. » Ça nous pose un petit peu le décor. Je précise aussi que votre ouvrage, donc Implosion, démarre le 4 août 2020. Exactement. Et alors, est-ce que je peux... Vous avez un bic de trop? Non. Oui. Enfin, j'aurais grand plaisir à vous le prêter. J'ai toujours peur de manquer, donc... Pardon, j'ai le bic. Merci à vous tous d'être là. Merci pour cette belle présentation d'entrée de jeu.
Je suis très honorée d'être parmi vous et surtout d'être en débat avec des intervenants de taille qui sont dans ce que j'appelais tout à l'heure une espèce de théoricien de la vérité ou de ce que ça peut être, de ce que peut être la vérité. Moi, je suis plutôt dans une pratique de la vérité, ou en tout cas à laquelle m'a amené la littérature, puisqu'on écrit en définitive pour essayer de se dépêtrer du récit de la vérité, parce que le problème est là, et d'où ces deux phrases dont parle justement Marie-France. En fait, le problème du Liban, c'est qu'à partir de cette pluralité qui forme cette société et une prise d'otage, en fait, de la vérité par des pouvoirs politiques mafieux, nous nous retrouvons devant un hyper-récit de vérités multiples qui font que nous, citoyens, par rapport à notre perception de ce que peut être une vérité factuelle, nous avons de plus en plus de mal, puisque cette vérité est en fait noyée dans un hyper-récit qui ne ressemble plus à rien, d'où je pense l'enjeu de la littérature, pour moi en tout cas. Je pense que j'écris à partir du mensonge, en fait. J'écris à partir de là. Ce récit implosion, en fait, c'est aussi un cri. C'est un couple qui se retrouve à terre le 4 août 2020, au moment de l'explosion du port. Ils sont propulsés à quatre pattes, ils sont en thérapie de couple, parce qu'ils ont des problèmes, comme tous les couples, sauf que quand on vit au Liban, dans un pays traversé par des tragédies multiples, l'intime devient... L'intime est en tout cas politique, mais au Liban, il est encore plus politique. Et on fait comment finalement pour renouer avec un désir lambda de rester dans un couple, en famille, d'être heureux? Comment fait-on pour être heureux quand autour on est cerné par une crise économique, une crise politique, une crise identitaire par rapport à un pays qui ne ressemble plus à rien? Comment on fait pour se réinventer en tant que couple? Donc il y a toujours un parallèle entre le couple en tant que quantité et le pays en tant que quantité aussi. Et donc, il se retrouve à quatre pattes avec la thérapeute a peur et la patiente la prend dans ses bras. À partir de là, il n'y a plus de thérapie possible. Tout le monde est à quatre pattes, le pays, le couple, voilà. Et donc, commence une espèce d'enquête sur 5 jours par rapport à cette tragédie, à ce ground zero, par rapport au fait que jusqu'aujourd'hui, par exemple, nous ne savons toujours pas la vérité sur le stockage de nitrate d'ammonium qui a été une des raisons de cette explosion qui est la 3e plus importante après Hiroshima et Nagasaki. Et pour moi, quand ça a eu lieu, je me disais, c'est pas possible. C'est enfin une occasion tragique de réclamer notre dû en tant que société. Et de nous dire, cette fois-ci, ils ne pourront pas nous empêcher. Eh bien, à nouveau, ils ont réussi. La prise d'otage est telle que voilà, ils ont la main mise sur le récit de la vérité, sur le récit de toute enquête possible. Et je pense qu'aujourd'hui, nous souffrons au Liban d'un déficit par rapport à... Nous avons le droit à la vérité, surtout après ce qui s'est passé. On ne va pas parler d'avant, le 4 août. Et même ce droit nous est refusé. Donc il y a une vraie violence qui, pour moi, est totalement préméditée par ceux qui font et défont le récit de la vérité. Voilà, alors je peux parler. Alors la violence, l'absence de confiance, l'absence de sincérité aussi, on développera bien sûr. Ce que je propose, c'est de poursuivre un petit peu avec chacun, pour planter peut-être un décor aussi qui soit aussi large que possible, pour ensuite peut-être resserrer. Je me tourne vers vous, Abdenour Bidar. J'ai lu aussi Plaidoyer pour la fraternité. Alors, vous écrivez que l'Occident et l'islam sont la proie de démons, au pluriel, chacun les siens, mais qui se ressemblent furieusement les uns les autres. Ce sont peut-être les mêmes en miroir. L'Occident veut faire prévaloir la liberté d'expression, c'est-à-dire en faire une valeur inaliénable. L'islam veut sacraliser l'image de son prophète et sa religion, en faire donc aussi des principes intouchables. Des deux côtés, un sacré indiscutable. Des deux côtés, la même prétention à détenir la vérité. D'un côté, l'Occident qui met la liberté humaine au centre. De l'autre, l'islam met le sens du sacré au centre.
Est-ce qu'on est obligé de choisir l'un au détriment de l'autre, ou bien tous les deux doivent-ils s'engager dans une discussion pour essayer d'élaborer une vision capable de concilier dans nos vies la liberté d'expression et le sens du sacré? Grand point d'interrogation, Odénor Bédard. Oui, bon, je vais répondre immédiatement, parce que on ne peut pas rester sans réponse plus longtemps face à une telle question. Merci beaucoup, Madame, pour votre introduction. Merci beaucoup à Thierry Fabre pour cette belle invitation aux Rencontres d'Averroès, dont je vois année après année avec le plus grand plaisir, et je devrais dire décennie après décennie, que le succès ne se dément pas. Donc vraiment, bravo Marseille d'être toujours aussi concerné et passionné par toutes les questions vives de notre société, qui sont en même temps des questions de fond. Et je voudrais y entrer à mon tour, si vous le permettez, en rebondissant immédiatement sur une expression que vous avez utilisée qui m'a tout de suite parlé. Vous avez dit au sujet de la vérité, alors à propos d'une situation historique particulière, mais je crois qu'on peut donner à cette expression une portée plus générale. Vous avez parlé de prise d'otage, et c'est ça qui m'intéresse. En effet, il me semble que dans les sociétés humaines, de manière à la fois courante et générale, la vérité est souvent prise en otage. Et on assiste dans les sociétés humaines, à propos de ceci ou de cela, à une concurrence, à une compétition au sujet de la vérité, chacun n'ayant de cesse que de vouloir la confisquer, c'est-à-dire la prendre en otage. Je crois qu'il y a là quelque chose dont nous devons être avertis en tant qu'êtres humains, qui est que nous avons tendance, de manière compulsive, de manière, je dirais, presque invincible, à vouloir prendre la vérité en otage, c'est-à-dire à prétendre justement détenir la vérité. Alors, à tout un ensemble de fins, souvent, la fin de cette prise d'otage, la finalité de cette prise d'otage, c'est une volonté de puissance. Ça va être une volonté de puissance politique, ou ça va être une volonté de puissance religieuse, ou ça va être une volonté de puissance idéologique, quelle que soit l'idéologie. C'est-à-dire qu'au nom de la vérité, parce qu'on prétend faire les choses, imposer un certain ordre, que ce soit un ordre du discours, comme le disait Michel Foucault, ou un ordre politique, eh bien, on veut légitimer cet ordre de discours qu'on tente d'imposer, toujours par le même stratagème de légitimation, c'est-à-dire qu'on prétend qu'on détient la vérité, et que c'est au nom de la vérité, d'une vérité qu'on détiendrait, dont on aurait le monopole, le privilège, que cela nous donne le droit d'exercer ce pouvoir sur autrui. Mais derrière cette finalité, il y en a une autre que je vais chercher ailleurs, c'est-à-dire une autre raison, et une autre finalité, c'est-à-dire quelque chose que l'on vise, pour laquelle on cherche à prendre la vérité en otage, ou on veut s'imaginer, pour le dire de manière plus simple, qu'on détient la vérité. Cette autre raison, je vais la chercher chez vous avez compris. Je vais la chercher chez un de nos grands anciens, Blaise Pascal. Relisez les pensées. Parfois, on se demande, mais qu'est-ce qu'il y a à lire en dehors des pensées? Bon, il y a aussi Platon, bien entendu. Mais souvenez-vous de ce que dit Pascal. Il dit quelque chose qui peut donner un motif psychologique profond à notre désir presque invincible de détenir la vérité. Pascal dit, nous les êtres humains, nous vivons dans un monde mouvant où tout branle, tout nous échappe, tout nous quitte, la perte des choses est irrémédiable, etc. Et ça crée en nous, sacré, en deux mots, quoique, ça crée en nous un effroi profond de voir que ainsi on n'arrive rien à retenir dans nos mains, à commencer par le temps lui-même qui n'arrête pas de fuir d'instant en instant. Bon. Et Pascal dit, notre réflexe est un réflexe de vouloir trouver à tout prix, et ça va devenir notre quête fondamentale, enfin quelque chose de stable à quoi se raccrocher. C'est-à-dire que dans l'océan infiniment ou indéfiniment mouvant de l'existence, nous cherchons, dit Pascal, je le cite, une assiette ferme. Une assiette ferme, c'est-à-dire une assise, c'est-à-dire un socle, c'est-à-dire nous cherchons à jeter l'ancre dans l'océan du mouvement, dans l'océan du devenir. Et à mon avis, c'est peut-être aussi pour ça que nous cherchons à prendre en otage la vérité, c'est-à-dire à nous persuader nous-mêmes et à persuader autrui, peut-être, qu'enfin nous avons mis la main sur quelque chose qui nous permet d'échapper à notre condition, c'est-à-dire au fait que tout nous échappe. Voilà.
à partir de là, alors moi souvent je ne parle pas d'otages. Dans mon dernier livre, par exemple, Génie de la France, et dans ce que vous citiez, qui était ma lettre ouverte au monde musulman, hein, ce n'était pas le plaidoyer pour la fraternité, mais dans le Génie de la France, je parle beaucoup des idoles, du besoin que les êtres humains ont des idoles, pas seulement dans le domaine religieux. Je parle beaucoup d'idolâtrie. Pour moi, ça a un rapport avec ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire que la fonction psychologique de l'idole, c'est de tenir enfin une forme dans laquelle on veut croire qu'il y a un sacré absolu, c'est-à-dire dans lequel on veut croire qu'il y a une vérité, enfin, qui est là, qui est cristallisée, qui ne peut plus nous échapper, parce que précisément nous aurions réussi ce tour de force en réalité, impossible de l'enfermer dans une forme. Voilà. Et donc, il me semble que nous, les êtres humains, nous avons dans notre vie rendez-vous avec un certain nombre de représentations qui sont des convictions, qui sont des certitudes, qui sont des idéaux, qui sont des valeurs, qui sont des croyances. Et nous avons rendez-vous avec la fascination que nous leur laissons exercer sur nous dès lors que nous cédons à la tentation d'en faire des idoles, c'est-à-dire des formes dans lesquelles nous aurions enfin, comme l'oiseau que nous mettons dans la cage, enfermé la vérité. Et par rapport à ça, évidemment, la question est comment se désidolâtrer, comment acquérir la maturité, je dirais pas seulement psychique, mais spirituelle, eh bien, de résister à la tentation de figer nos représentations en idoles. Merci, Abdenour Bidar. Alors, je vais prolonger avec vous, Sylvie Taussig et Emmanuel Alloa. Finalement, voilà, on a la question de la prise d'otage de la vérité. Effectivement, Abdenour Bidar l'a souligné, Yam Yared aussi. Alors, est-ce qu'on a vraiment, et c'est vrai pour tout le monde, ce désir de vérité, est-ce qu'on n'est pas dans nos sociétés précisément en train d'un tout petit peu abandonner cette quête de vérité, et que faire pour précisément lutter contre cette prise d'otage? Alors, Abdenour Bidar parlait aussi de l'effroi profond. Je sais que ça va résonner chez vous, Sylvie Taussig, la notion de effroi ou de peur, et aussi de perte de contrôle avec tout ce qui nous échappe. Je pense au complotisme. Le complotisme, c'est précisément une sorte de réaction à ces peurs qui sont universellement partagées sur des registres parfois qui ne sont pas les mêmes, différents. Sylvie Taussig. Oui, en fait, je pense que le complotisme n'est pas une réaction aux peurs. Je pense que le complotisme est une passion, une fascination pour la peur. En fait, un désir entièrement émotionnel. Vous parliez de la prédominance aujourd'hui du registre des émotions par rapport à la raison. Et pour moi, le complotisme relève, le complotisme quand il fait système, donc non pas la question de douter de ce qui est écrit dans les journaux, non pas la question de douter de ce que font les gouvernements, non pas douter de ce que disent les laboratoires, parce que le doute est un exercice nécessaire en démocratie. Donc je pense que le complotisme, quand il fait système, à savoir quand il refait la totalité du spectre et qu'il devient comme une cosmogonie, en fait, repose sur des émotions profondément religieuses. C'est le frisson de la peur qu'on essaye de se donner et qui donne une raison de vivre à ces complotistes, une fois encore, quand ils sont des complotistes accomplis. Moi, je rebondirai volontiers sur la phrase de « Seuls les morts savent la vérité », qui me paraît une phrase très intéressante, parce que, de fait, au XVIIe siècle, quand on a construit la vérité scientifique, la vérité probable, en fait, on a décidé qu'effectivement, la vérité avec un grand V, seule la mort la connaissait. Donc, il y avait une vérité religieuse, qui est la vérité de celui qui peut dire « je suis », donc je parle pour l'Occident, bien évidemment, « je suis le chemin, la vérité, la vie ». Donc, celui-là est celui qui traverse la mort, et lui est le seul qui connaît la vérité. Et donc, cet espace a laissé une possibilité pour la science d'établir
établir des vérités probables. Moi, j'ai travaillé sur un philosophe qui s'appelait Pierre Gassendi, qui était en même temps chanoine, qui était un curé de la contre-réforme tout à fait dans les clous, si je puis dire. Et pour lui, là, par exemple, il a défendu Galilée en France à l'époque où Galilée était condamné. Pour lui, la vérité scientifique ne s'opposait pas à la vérité telle que lui la pratiquait en communiant tous les jours avec le corps du Christ, puisque cette vérité était celle des morts et que la vérité scientifique devait être la vérité probable. Voilà, donc on a décidé au XVIIe siècle qu'il était possible de travailler sur une vérité probable. Ça veut dire une vérité fragile, une vérité qui peut être contestée et remplacée par une autre vérité à partir du moment où il y aura des progrès dans la science, dans l'observation, etc., etc. Cette vérité-là est la vérité de la science, une vérité donc qui est en même temps rassurante et non rassurante, mais son objectif n'est pas de rassurer en réalité, puisque la question de la vérité et de la peur a été elle-même étudiée par Épicure, parmi les philosophes antiques par excellence, puisqu'il disait qu'il fallait se contenter des vérités probables qu'on pouvait connaître, à savoir pour lui le système atomiste, et que c'était ça qui était rassurant en réalité, plutôt que les grands démons et les grandes formes et les grands fantasmes maniés par la religion officielle. Et donc je reste dans le XVIIe siècle, puisque je suis ravie qu'on y soit rentré. Moi j'ai travaillé particulièrement sur la figure du cardinal de Richelieu, dont j'ai écrit une biographie, et le cardinal de Richelieu avait une vision de l'État comme quelque chose non pas de stable, mais quelque chose de changeant. Donc l'État, il l'entendait au sens, disons, étymologique d'un État, de ce qui... Et donc il dit l'État, ça n'est pas un État, si je puis dire. L'État n'est pas quelque chose de stable. L'État, c'est ce qui essaye, c'est une vision presque spirituelle, c'est ce qui essaye de lutter. Donc il n'arrive jamais à un État calme. Il lutte contre une adversité permanente, contre des fluctuations, contre des troubles, contre des coups d'État. C'est cette espèce de force de lutte contre tout ce qui est corrosif et destructif. Donc je pense que cette vision de l'État, donc c'est une vision certes très mystique et spirituelle, mais en fait peut aussi valoir aujourd'hui dans nos démocraties, dans une certaine mesure, dans l'idée où nous vivons dans des régimes qui sont qui sont pluralistes, et dont dans le débat, l'instabilité doit faire partie, c'est son ADN constitutif, j'ai envie de dire. Et dans la question de la vérité, nous sommes dans cette lutte permanente contre ce qui est le mensonge. Alors évidemment, la question suivante, c'est qu'est-ce que le mensonge ? Mais je vais la laisser. Alors, qu'est-ce que c'est que le mensonge ? Alors, Emmanuel Laloy, et au-delà de ça, finalement, pourquoi le mensonge se porte-t-il aussi bien ? Oui, merci tout d'abord de nous recevoir ici, et je tiens moi aussi à saluer cette magnifique initiative que sont ces rencontres Averroès, et votre présence multiple témoigne, je pense, de l'urgence des questions qui nous rassemblent ici grâce à Thierry Fabre. Alors pourquoi est-ce que le mensonge tient le haut du tableau aujourd'hui ? Alors vous le disiez d'entrée de jeu, nous vivons, semble dire l'Oxford Dictionary, dans une époque de la post-vérité, 2016, donc on pourrait considérer que de toute manière, il n'y a plus à se préoccuper de la vérité, puisque de toute façon, elle ne compte plus. Et en même temps, il me semble qu'il y a aussi énormément de symptômes qui tentent à confirmer que c'est exactement le contraire qui est en train de se passer. Regardons les réseaux sociaux qui n'ont jamais autant pullulé de références à la vérité. C'est vraiment ça, no fake, l'authenticité. On ne veut plus les gens fardés, mis en scène. On veut quelqu'un qui soit pleinement ce qu'il est. Donc il semble qu'il y a aussi des nouvelles formes de tyrannie et de l'authenticité, de transparence, qui indiquent que nous ne sommes certainement pas en train de célébrer le mensonge en tant que tel. Et même le président américain auquel vous faisiez référence à l'instant a tiré une partie de son capital politique du fait qu'il a représenté, qu'il a incarné une forme d'être vrai. Donc ses supporters considèrent que c'est justement quelqu'un qui n'est pas manipulateur, qui n'est pas en train de faire partie, comme les apparatchiks, de tous ceux qui sont en train de nous mener en bateau, comme le feraient les élites. Donc il me semble qu'il y a une espèce de rapport au vrai, je n'ai pas envie d'utiliser forcément le terme de vérité ici, qui s'est transformé et qu'il faut analyser
comique américain, Stephen Colbert, a même inventé un néologisme. Il disait c'est la truthiness. Donc c'est pas la vérité, c'est la. Alors je sais pas comment on pourrait traduire ça, mais en tout cas voilà, cette espèce de détournement de la vérité pour en faire un argument quasiment de marketing. Donc il y a ça. Il y a aussi une autre chose, parce qu'on est réunis ici autour de la question de la vérité, mais ce qui rassemble ces différentes tables rondes, me semble-t-il, c'est aussi la question de la croyance. Qu'est-ce que c'est que croire en la vérité? Et est-ce que la modalité du rapport à la vérité le plus juste est celui de la croyance, et non pas, ça a déjà été évoqué avant, par exemple celui qui serait, mais par rapport à l'explosion du port de Beyrouth, faire toute la vérité sur ce qui s'est passé. Ou alors, dans la version christique, être la vérité. Hein. Saint Jean, c'est quand même incroyable de dire que la figure de la révélation, c'est quelqu'un qui ne renvoie plus à la vérité, mais qui est la vérité. C'est énorme. Ou est-ce que ça serait, ce qui a déjà été évoqué aussi par Abdelnour Bidar, le fait de détenir, d'avoir le monopole, d'avoir en quelque sorte la possession de la vérité. Donc, qu'est-ce que c'est que croire en la vérité? C'est très bizarre si on y pense bien, non? Il faut que je continue à croire à la vérité, mais la vérité, c'est pas une question de croyance. Et là où ça m'interpelle, c'est parce que nous vivons ici, en France, vous vivez dans un pays qui considère que les croyances sont une affaire personnelle. Donc, au fond, nous ne sommes même pas légitimés à être installés ici sur un podium à parler de croyances, parce que les croyances, ça ne regarde que chacun dans son fort intérieur. Donc, si nous parlons de croyances en la vérité, eh bien, il n'y aurait même pas de débat public, parce que ce n'est pas un enjeu public. Or, je pense que c'est là tout le malentendu, de penser que la croyance est une affaire personnelle, intérieure, secrète, privée, je ne sais quoi. Il me semble que nous assistons, et je n'ai pas oublié votre question, nous assistons non seulement à une captation, à une confiscation, comme disait Yam Yared, de la vérité, vers ce que j'appelle dans ce livre que vous avez eu l'amitié de citer, le néofactualisme, donc un retour aux faits, vérité réduite à la factualité, et même quand cette factualité se présente sous les auspices d'une vérité alternative, peut-être qu'on en parlera, et des faits alternatifs, qu'il y a en fait une dévalorisation de ce que c'est que la croyance. On pourrait considérer qu'un créationniste, donc quelqu'un qui considère qu'il faut lire le texte révélé, le texte sacré à la lettre, c'est quelqu'un qui fait fi de ce que c'est que la croyance, puisqu'il ne croit pas, il a cessé de croire. Le littéraliste, c'est quelqu'un qui sait, qui a une vérité, qui la possède, et qui au mieux peut la partager ou pas. Donc au fond, on pourrait reprocher à tous ceux qui captent, qui confisquent la vérité, d'avoir cessé de croire, puisque la croyance suppose une incertitude. Tout croyant, c'est quelqu'un qui doute foncièrement. Et nous assistons aujourd'hui à la confiscation du doute, qui est du côté de ceux qui, des climato-sceptiques aux coronasceptiques, de tous ceux qui doutent du Big Bang, qui doutent de Darwin, qui doutent de la possibilité même d'un monde commun pour aller s'enfermer dans un repli sur soi, qui ont cessé de douter, qui ont cessé d'être inquiétés par une question qui est celle qui nous traverse tous, mais qu'est-ce qu'il en est de ce monde dont nous avons tous la responsabilité ? Alors finalement, si on poursuit, on n'a plus le droit à rien, Emmanuel Aloa. Alors dévalorisation de la croyance d'un côté, confiscation des doutes, affaiblissement de la vérité. Yam Yared et Abdelnour Bidar, comment cela résonne en vous et qu'est-ce que vous pouvez nous apporter par rapport à cela ? Moi, je peux juste en fait rebondir sur ce que vous avez chacun de vous dit. Quand vous dites que les croyances sont une affaire collective, non, sont une affaire personnelle. En France, le problème du Liban, c'est que chez nous, c'est une affaire collective. Voilà, c'est le problème libanais. Donc, je parle à partir du lieu où je me trouve. Nous venons, enfin, dans ces pays-là, nous passons de la dictature
de dictature politique à la dictature du chaos, et qui sont dans les deux cas instrumentalisés par des hommes politiques pour eux-mêmes à la botte d'enjeux, et tout ce conglomérat de facteurs fait que voilà, nous sommes otages et en fait ils utilisent bon, je vais prendre le cas libanais. Nous sommes une pluralité démocratique confessionnelle, ce qui fait déjà que nous avons plusieurs vérités collectives. Et à partir de là, nous sommes divisés. À partir de là, on nous confisque le droit de douter personnellement du récit de nos communautés. Nous n'avons pas ce droit, et si nous le faisons, je pense que nous le faisons à travers la scène littéraire, culturelle. C'est pour ça que quand vous disiez tout à l'heure que toute croyance suppose une incertitude, par rapport aussi à l'importance du doute, moi je pense que par rapport à le doute dans nos pays nous sauve aussi et nous permet justement de remettre en question ce récit qui nous est imposé. Est-ce que nous y arrivons? Je pense que les enjeux nous dépassent largement. Nous arrivons à avoir voilà, une certaine dissonance dans le refus d'accepter un mensonge qui est devenu un système politique. Et c'est un mensonge d'autant plus pluriel, c'est-à-dire que nous n'avons pas réussi au Liban, du moins, à avoir, par exemple, au niveau de la mémoire, un récit consensuel. C'est chacun qui parle dans son coin. Et donc, en fait, notre pluralité est un patchwork de récits, de croyances collectives, mais qui ne se rejoignent jamais entre elles. Donc, je pense que le déficit de cette vérité, c'est de ne pas réussir à créer des liens entre les différents récits. Voilà. Et si je veux parler du lieu d'où je me trouve, je pense que la littérature est le lieu, enfin l'écriture est le terreau du doute. Moi, j'ai commencé à écrire pour me libérer. D'abord, on se libère du récit familial. Puis après, une fois qu'on s'est libéré du récit familial, on cherche à essayer de déconstruire le récit collectif. Et voilà, parce que finalement, la littérature commence par un jeu et s'étend vers l'universel. Donc moi, j'ai détricoté les choses à cet endroit-là pour pouvoir parler justement de ce pays qui aujourd'hui est en grand déficit mémoriel. Donc il est en déficit de soi. C'est-à-dire en tant que pays. Il n'arrive pas à renouer avec une identité solide parce que cette identité qui devrait être le fait de tout pays qui veut quand même se rendre quelque part avec un projet, avec un souci collectif, pratiquement est impossible. Voilà. Alors le mensonge système politique, mensonge système économique aussi. Je ne sais pas qui va souhaiter répondre sur cette question, mais la question des intérêts, des profits, sur le doute systématique, le climat, l'environnement. Voilà, donc c'est un mensonge finalement qui relève de systèmes plurifonctionnels d'une certaine manière, d'Urbidar, donc politique, économique, c'est assez général. Oui. Avant de partir sur le mensonge, je pense qu'on gagnerait à rester encore un petit peu sur la vérité. Alors, si vous le permettez, je vais rebondir à mon tour sur un certain nombre de petites choses qui ont été dites, qui m'ont particulièrement inspiré. L'un d'entre nous a dit que la vérité était, qu'elle soit une vérité élaborée par les méthodes de la recherche scientifique, que ce soit une vérité qui peut être peut-être, dont quelque chose peut être déposé dans tous les autres discours humains, le discours poétique, le discours mythologique, le discours philosophique, etc. L'un d'entre nous a dit, quoi qu'il en soit, la vérité est fragile. Bon, je pense que ça, c'est quelque chose qui est important. Je le dirais un peu différemment, à partir de la tradition philosophique. La tradition philosophique nous dit plutôt que ce n'est pas la vérité qui est fragile, c'est la connaissance humaine qui est fragile, ou c'est la conscience que les êtres humains peuvent prendre d'une hypothétique vérité, qui est toujours un horizon pour nos efforts, qui est ce que Kant appelait une idée régulatrice, bon,
eh bien, vis-à-vis de cet horizon de vérité ou de ce postulat qu'il y a quelque part une vérité qui nous attend, une vérité sur l'existence, une vérité sur l'univers, une vérité sur nous-mêmes, eh bien, nous, les êtres humains, ce qui est fragile, c'est notre effort de connaissance vers cette vérité. J'ai en tête depuis de longues années le discours que Saint John Peirce, le grand poète Saint John Peirce qu'on lit peu aujourd'hui, avait prononcé devant l'Académie de Stockholm lorsqu'il a reçu le prix Nobel en 1960. Lisez-le, c'est à la fin d'un de ses recueils, le discours est présent, je crois que c'est amer, me semble-t-il, j'en suis pas sûr. Et Saint John Peirce compare les efforts du poète et du scientifique qui s'élance vers une vérité. Et il dit, je le cite, il ressemble, le poète et le scientifique, chacun avec ses moyens, chacun avec son mode propre d'investigation du réel, chacun avec son propre élan vers la vérité, il ressemble à deux aveugles nés qui ne ramènent du vrai que quelques fulgurances. Voilà. Et ces fulgurances vont être déposées dans des théories scientifiques d'un côté, elles vont être déposées dans des vers par le poète, mais ce ne sont jamais que quelques fulgurances. Et il me semble vraiment particulièrement important de se rappeler du rapport que nous entretenons, nous, les êtres humains, à la vérité, qui est, si elle existe, Emmanuel Kant, encore lui, disait « Que puis-je espérer ? Que m'est-il permis d'espérer ?» Eh bien, peut-être que nous pouvons espérer en avoir, par fulgurance, justement, des aperçus, mais s'il y a une vérité, quelque part, dans quelque domaine que ce soit, eh bien, elle est sans doute trop subtile, elle est sans doute trop complexe. Elle a peut-être ce caractère d'indicible ou de réalité suressentielle, comme le disait Denis l'Aréopagite autrefois, comme le disaient les mystiques et les métaphysiciens, voyez, c'est-à-dire quelque chose qui est radicalement au-delà de nos efforts et vers lequel nous tendons. J'aime bien cette idée que ce ne serait pas tellement la vérité qui serait fragile, mais le rapport que nous entretenons avec elle, jusqu'au plan politique dont parlait Sylvie Taussig, c'est-à-dire que c'est pour ça que nous avons intérêt à laisser au cœur de nos systèmes politiques, et je dis système de manière tout à fait délibérée, c'est-à-dire que le système, c'est ce qui veut enfermer, c'est ce qui veut enclore, donc c'est ce qui prétend détenir et faire fonctionner une vérité, eh bien, nous avons intérêt, me semble-t-il, au cœur même de nos organisations politiques, à les laisser respirer, à ne pas en faire un système et à laisser en leur centre cette part de la fragilité, cette part de l'ouvert, cette part de la transcendance, cette part de l'instabilité. Et dans mon dernier livre, je lui ai donné un nom très simple. Ça s'appelle la laïcité. Alors pardon, parce que dit comme ça paraît un petit peu brutal, c'est-à-dire que vous pourrez vous demander ce que la laïcité vient faire là-dedans, mais comme l'avait dit Régis Debray avant moi, ce que fait la laïcité finalement, c'est laisser vide au centre de la cité humaine, cité au sens grec, c'est laisser vide la place de la croyance. Laisser vide la place de la croyance. C'est-à-dire en réalité laisser vide la place de la vérité. C'est-à-dire en réalité, comme le faisait déjà le geste inaugural des religions, détruire les idoles. C'est-à-dire avoir l'humilité de reconnaître que, quelles que soient les connaissances que nous pouvons accumuler, quelle que soit la conscience que nous pouvons développer, le niveau de conscience que nous pouvons développer, il y a et il y aura peut-être toujours quelque chose qui nous échappe. Et de ce point de vue, il me semble que deux choses. La première chose, je ne crois pas qu'en France, nous fassions des croyances quelque chose de privé. C'est une réputation, à mon avis, qui a été faite à la laïcité. La dernière preuve en est, alors pour le meilleur et pour le pire, c'est la passion avec laquelle nous débattons de l'islam aujourd'hui dans notre société. L'islam, grande passion française. Donc la France entretient sur le plan public, social, intellectuel, médiatique, etc., un rapport avec le religieux qui est un perpétuel rapport de « je t'aime, moi non plus ». Vade rétro Satanas, et puis en même temps on adore parler de ça, si vous voulez. Voilà. Donc, il y a cette question au cœur de la laïcité, qui est la question que nous entretenons, nous, Français, avec le religieux, la place du religieux dans l'espace public, la question de la sacralité. Je le rappelle dans mon livre « Génie de la France », qui est une question qui se pose au moins depuis Philippe le Bel. Souvenez-vous de ce geste fou du roi Philippe le Bel au début du XIVe siècle,
qui veut, là je prends les mots des historiens, réaliser une opération de pontificalisation du pouvoir royal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne veut plus dépendre du pape, à l'époque c'est Boniface VIII, et donc il va investir son pouvoir d'une sacralité absolument énorme, de telle sorte qu'il puisse se dévassaliser, c'est-à-dire se désassujettir, devenir indépendant de l'autorité papale. Donc ça fait longtemps qu'en France, on se pose la question du pouvoir en rapport avec le religieux, en rapport avec le sacré. Et dans ce livre, j'ai essayé de montrer justement cette généalogie d'une passion française, d'une passion inséparablement spirituelle et politique des Français et de la France pour la question du religieux et de sa place dans l'espace public, et du sacré, au-delà même du religieux, dans l'espace public. Voilà. Après, effectivement, je veux bien après, si vous voulez, entrer dans la question du mensonge et la question du doute, dont je n'ai rien dit du tout. Juste une petite chose peut-être à l'égard du doute. Moi, ce qui me frappe dans ce que j'observe, c'est que d'une certaine façon, la maladie complotiste me paraît être aujourd'hui la maladie du monde la mieux partagée. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, plus personne n'accepte de douter. C'est-à-dire plus personne n'accepte de rester dans ce que j'appelais cette instabilité ou cette fragilité du rapport à la vérité. Alors, je pourrais, jouer les censeurs et accuser et dire « Oh là là, vous êtes véritablement indécrottables, vous les êtres humains, parce que vous voulez absolument mettre de la vérité là où il faudrait avoir l'humilité du tout, etc. » Mais en même temps, j'y vois un symptôme d'une époque qui est tellement désorientée, qui est tellement déboussolée, là, je ne peux pas m'empêcher de voir là-dedans, c'est-à-dire dans la volonté d'échapper coûte que coûte au doute, une espèce de réflexe de survie, c'est-à-dire se raccrocher à quelque chose dans le désert de sens que sont devenues nos sociétés. Alors, époque désorientée, je vais passer la parole à Sylvie Taussig et à Emmanuel Laloy, mais je sais, Yamiret, que vous souhaitiez rajouter très vite par rapport au complotisme comme devenu, institué comme un système quelque part généralisé, universel, partout, et qui est en effet une conséquence de nos sociétés en déficit de sens. Mais moi, je veux être pratique pour moi. Je voudrais juste dire que le Liban, le Liban aujourd'hui souffre à force d'avoir noyé ou d'avoir en fait obstrué toute possibilité d'accéder à une certaine vérité, est devenu un mensonge. Et le problème est là. Pour moi, la vérité, c'est le concret en définitive. C'est ce que je disais, quand les morts seuls peuvent dire la vérité, c'est renouer avec le concret et donc avec des faits. Juste très vite pour parler de nos multiples mensonges, si on veut essayer de détricoter l'histoire du Liban pour comprendre comment un pays peut en être arrivé là, nous n'avons accès à aucune donnée. Le 4 août 2020, puisque c'est le sujet de ce livre, le 4 août 2020, aujourd'hui, il y a... D'abord, nous avons eu une série d'attentats avant le 4 août 2020. Nous avons fait appel à coût d'1 milliard de dollars. Et ici, je voudrais parler de la collaboration quelque part par rapport aux enjeux entre cet Occident et ce Sud, ou le Nord et le Sud, on va dire, finalement un Nord qui exploite et un Sud exploité, où finalement il y a la préservation des enjeux en dépit de la vérité, en dépit du bien-être des sociétés collectives sur place dans ces pays-là, il faut le rappeler, qui fait que nous n'avons pas accès à la vérité. Ce n'est pas uniquement le fait de nos systèmes politiques locaux, mais bien le fait des alliances qu'il y a à travers toute la région. Nous pouvons dire donc que par rapport à la mort de Rafiq Hariri, ça nous a coûté 1 milliard de dollars pour faire appel à un tribunal dit légitimement plus légitime en tout cas à accéder à la vérité que notre système judiciaire pourri. Ça nous a coûté 1 milliard de dollars pour déboucher au bout de 13 ans sur une ineptie. Donc moi je pense qu'il faut aussi rappeler la responsabilité du monde capitaliste par rapport à la dissimulation de la vérité parce qu'elle ne sert pas des enjeux économiques. Et à un moment donné, ces enjeux économiques, ce sont eux qui sont responsables du déficit de sens de nos sociétés. Et nous, en tant que Libanais, et je pense que ça vaut pour nos amis syriens, pour nos amis palestiniens, pour même le continent africain, nous souffrons de ce fait. Voilà.
je prends ces applaudissements aussi comme un désir d'avoir du concret et de rester peut-être dans le concret en évitant, mais j'ai bien conscience que c'est important aussi de trop transcender un petit peu tout ce dont il est question. Alors, moi, finalement, effectivement, croire en la vérité, j'avais un petit peu mis la croyance de côté pour me centrer peut-être sur la vérité. Et alors, je me permets, on va parler un petit peu... Moi, je voudrais répondre concrètement aussi. Donc. Alors oui, bien sûr, je vais vous laisser. Alors, pour être dans le concret, il y a précisément le prix Nobel de la paix qui a été 2021 qui a été décerné il y a pas longtemps, et l'un des co-récipiendaires du prix est la journaliste philippine Maria Ressa. On va parler des réseaux sociaux, des algorithmes. Elle dénonce le poids des algorithmes et elle dit que c'est la démocratie qui est menacée aujourd'hui et au-delà, l'idée même de vérité qui est aussi remise en cause. C'est assez dramatique ce qu'on vit là. Alors, je ne sais pas qui souhaite... Sylvie. Moi, je souhaite rebondir en associant la question que vous venez de poser, en fait, à la question du Pérou dans lequel je vis. En fait, au Pérou, que tout le monde connaît l'histoire, ou plus ou moins l'histoire du Sentier lumineux, donc qui a causé un nombre de morts considérable dans les années 80-90, et puis la dictature qui s'est chargée, une dictature néolibérale, qui s'est chargée de liquider la question du Sentier lumineux, ce qui était nécessaire, et qui, à son tour, a commis un certain nombre de meurtres qui valent un emprisonnement pour crime contre l'humanité à l'ancien président de la République. Et en fait, au début des années 2000, il y a une commission Vérité et Réconciliation qui s'est établie au Pérou, comme il y en a aujourd'hui une qui est en Colombie et dont les travaux sont vraiment très intéressants. Et donc, cette commission et les textes qu'elle a produits, les rapports qu'elle a produits, en réalité... sont surprenants et bouleversants de vérité. Ils essayent de montrer les problèmes structurels du Pérou, les solutions possibles, et puis essayent de raconter l'histoire comme elle s'est passée très exactement. Et donc, on peut dire que le travail de vérité a été fait. Mais comme vous le dites, en fait, la réalité de la domination économique, à savoir de cette dictature, qui n'est plus aujourd'hui une dictature, mais qui constitue toujours aujourd'hui les forces économiques dominantes au Pérou, puisque la liquidation du Sentier lumineux, et vraiment, je ne veux pas faire penser à un seul moment que je soutiens le moindre des actes du Sentier lumineux. Mais on peut quand même critiquer la dictature qui vient derrière. Donc ça a été une dictature néolibérale qui s'est empressée de s'aborder ce qui restait d'éducation, de système public, etc. Et puis qui a distribué les mines, qui a fait une constitution qui était extrêmement favorable aux multinationales et au pouvoir de l'argent, là on peut les appeler comme ça. Et en réalité, donc cette commission Vérité et Réconciliation et tout le travail extraordinaire de vérité qui a été fait, en fait, n'a pas trouvé de moyen de se diffuser parmi les gens du fait que l'éducation ayant été éliminée, on peut dire, enfin l'éducation au Pérou, publique au Pérou, c'est quand même une grande blague, ce qui fait que la domination économique a été plus fort que le travail de vérité. Je ne vais pas dire que ce travail est inutile, parce qu'il existe, mais il n'a pas pu être approprié par les gens qui l'ont vécu. Ce qui fait qu'on est arrivé aujourd'hui, enfin l'année dernière, à une situation où on a cette population qui avait été doublement victime à la fois du Sentier lumineux et de la dictature ensuite, qui sont les populations indigènes, qui ont voté pour un président de gauche indigène seulement parce qu'il avait un chapeau et qui représentait physiquement l'indigène. Voilà, ils ont, sans vraiment regarder... s'il avait la capacité de gouverner, parce qu'on n'est pas dans un régime présidentiel, on n'est pas seulement un président, on doit aussi être entouré d'équipes, etc. Et je veux dire que faire la vérité, dans ce cas-là, ça ne suffit pas s'il n'y a pas un travail, disons, démocratique, j'ai envie de dire socialiste, de distribution des richesses, de distribution de la vérité, de considérer l'autre comme un interlocuteur réel. Dans le cas péruvien, le travail de la vérité était, j'ai envie de dire, pratiquement inutile parce que les indigènes sont d'un silence absolu sur ce qui s'est passé donc avant la dictature et même avant le Sentier lumineux, sur les régimes de féodalité qui existaient avant. La parole, la mémoire, toutes ces choses-là sont presque interdites. Et ce qui fait que les gens qui parlent sont aujourd'hui en tendance à regarder la possibilité de prendre les armes, etc., parce qu'il y a une frustration de parole du fait de la domination économique, du fait que les médias sont tous entre les mains de l'extrême droite ou de la droite, comme vous voulez, et ce qui fait que la vérité, dans ces cas-là, est muselée par les forces économiques.
Alors on emprisonne aussi pour la vérité, on assassine également pour la vérité, sans revenir à la question du virus et de la pandémie que nous avons connue, et sans porter de jugement sur l'origine même, de statuer sur l'origine du virus. Ce qui est certain aussi, Emmanuel Aloa, c'est que les choses se seraient peut-être passées différemment si le système politique n'avait pas été si verrouillé et si ceux qui ont exprimé et dit la vérité n'avaient pas été emprisonnés, tués. Oui, alors il y a beaucoup de choses qui ont été dites et donc je me permettrai juste de rebondir sur un certain nombre de points. Vous avez évoqué à l'instant le cas philippin qui me semble très très parlant du problème que nous sommes en train de affronter par rapport aux enjeux de la vérité. Le gouvernement actuel aux Philippines a instauré une loi sur les fake news pour combattre les fake news et nous constatons qu'un nombre grandissant de régimes autoritaires développent un arsenal judiciaire répressif pour contrer le travail des journalistes indépendants au nom d'une lutte contre la désinformation. Donc ça, c'est, je crois, un phénomène très important et c'est bien là que nous voyons que l'argument de la défense de la vérité est détournée, là encore une fois, par des forces régressives. C'est de là qu'on devrait repartir. Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça veut dire quand la vérité devient une affaire de ministère? Ça nous rappelle un exemple littéraire célèbre, puisque chez Orwell, comme vous savez, il y avait un ministère qui était responsable de la vérité. Ce matin, nous avons, pour ceux qui étaient là d'entre vous, assisté à un débat aussi sur ces questions-là de vérité mémorielle. Mon ami Marc Nichanian rappelait toute l'aberration que cela constitue que de statuer dans l'enceinte d'un tribunal sur une vérité historique de l'existence ou non d'un génocide. Donc peut-on imaginer ce genre d'arène où on statuerait une fois pour toutes sur la vérité journalistique, factuelle, etc., etc. Donc il me semble que c'est aussi de ça qu'il faut parler, puisque l'argument d'une lutte contre le mensonge est utilisé aujourd'hui par les plus grands menteurs, bien sûr. Donc... Et donc, je pense qu'il y a deux phénomènes dont on doit ici rendre compte. Le premier, et je pense qu'on est tous d'accord, nous vivons à une époque qui est celle d'une grande désorientation, qui est celle d'une grande incertitude, déstabilisation, qui fait que ceux qui vous promettent des solutions simples sont certains d'avoir beaucoup de succès, comme par hasard. Il n'y a que, c'est ceux qui ont la formule du « il n'y a que » qui permettent, qui attirent aujourd'hui à eux tous les brebis égarés et déboussolés. Donc la vérité simple, le monde a été créé en 7 jours, ou alors la Terre est plate, ou alors personne n'a jamais mis les pieds sur la Lune, ça s'est passé dans un studio à Hollywood. Et ce qui est magnifique, c'est qu'il ne suffit pas non plus d'être dans ce que j'appellerais ce type de factualisme, donc quelqu'un qui vous dit « ça, c'est ce qui s'est réellement passé » et tous les autres n'ont rien compris, donc affirmer « je détiens la vérité, j'ai la vérité », mais que même quand vous n'êtes pas encore certain de la posséder pleinement, vous allez vous ranger dans le camp des sceptiques. Le scepticisme, le doute a changé de camp. Il est passé on parlait tout à l'heure des Lumières, on parlait de ces esprits éclairés qui ont lutté pour une société plus juste, une société plus vraie peut-être aussi. Aujourd'hui, le doute est du côté des forces les plus obscurantistes. Donc ce sont ceux qui vous disent « mais ne soyez pas si stupides, ne croyez pas à ce qu'on vous dit, soyez quand même alerte, soyez sceptiques ». Et donc, ce que j'essaye de développer aussi dans ce livre sur la défense de la pluralité des perspectives, c'est quand même ça, c'est de demander comment se fait-il, comment en sommes-nous arrivés là, pour que l'alternative soit passée du côté de ceux qui veulent nous faire retourner dans les temps obscurs, comme disait Hannah Arendt. Dans les faits alternatifs, le problème, ce n'est pas le terme de fait, c'est pas le terme d'alternative, c'est le problème de fait. Donc de vous dire qu'il y a une factualité, il y a quelque chose qui est là, qui en fait est en train complètement de confisquer la notion même d'alternative, la possibilité que ce soit autrement.
qu'il en soit autrement et pas ainsi. Ce n'est pas le fait de dire, en fait, il y a eu moins de gens lors de l'inauguration présidentielle de Trump que ce que veut bien nous faire croire Kellyanne Conway, qui a donc inventé ce terme, la nouvelle ontologie des faits alternatifs. C'est que l'alternativité, on ne peut plus s'en saisir. Et donc, j'aimerais quand même parler de cela. Qu'est-ce que c'est que l'alternativité dans un monde dont nous réclamons le pluralisme? Tout le monde est pour le pluralisme. Le gouvernement chinois actuel se dit le défenseur de la démocratie, mais d'une autre démocratie. Si vous allez en Hongrie, on va vous dire, oui, mais moi aussi, je suis le gouvernement hongrois actuel est pour la démocratie, mais d'un autre type, un peu alternative. Vous voyez, le terme alternative est aujourd'hui capté par tous ceux qui veulent empêcher cela même qu'ils réclament, c'est-à-dire des alternatives. Il n'y a pas d'autre possibilité que de faire comme nous faisons. Donc, l'autoritarisme démocratique chinois, les versions autoritaristes au Brésil, en Hongrie et dans tous les pays que nous connaissons, nous indiquent qu'il y a un problème sur les termes, il y a une politique des mots à conduire. Et je reviens à l'exemple libanais qui est très parlant. Est-ce que nous voulons d'un pluralisme qui est au fond tout simplement la justification, la sanctuarisation du chacun pour soi? Chacun s'enferme dans son récit, chacun, je reprends votre description, je ne me permettrai pas de parler à votre place, mais si c'est vrai ce que vous nous dites, et je pense qu'il y a des bonnes raisons pour le croire, c'est que, en fait, un système qui se dit pluraliste est en fait finit par être un système où chacun a son récit, nous perdons le monde commun. Et c'est ça, je crois, dont il faut se souvenir aujourd'hui. J'ai écouté ce matin les propos magnifiques d'Eyal Sivan quand il disait « Nous n'avons rien compris sur ce que c'est que la vérité de la perspective et du perspectivisme quand, étant enjoints à parler de notre point de vue, nous pensons qu'il faut parler de notre petite vérité intérieure, de notre petit secret personnel. La perspective, c'est le point de vue, c'est voir quelque chose que nous ne sommes pas, c'est voir tout ça, ce qui est devant nous. Et ce que nous avons devant nous, c'est ce que nous avons évidemment en commun. Et je termine rapidement, et pour ne pas prendre trop de temps, par un renvoi à peut-être la plus lumineuse penseuse du pluralisme au XXe siècle, qui est passée par cette ville, qui a passé beaucoup de temps au bout du vieux port. C'est vraiment à quelques jets de pierre d'ici. Hannah Arendt, qui, comme tous les intellectuels ou comme tant d'intellectuels allemands, juifs pour la plupart, sont passés par Marseille avant de pouvoir passer aux États-Unis grâce à l'engagement de Warren Fry et de tant d'autres, eh bien, Hannah Arendt avait ces propos-là sur la pluralité en disant « Le pluralisme, ce n'est pas le chacun s'enferme dans son opinion ». C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec l'idée d'enfermer l'idée de la croyance dans un problème religieux. La croyance est bien plus que ça. La croyance, ce n'est pas que le rapport au religieux. La croyance, c'est croire dans quelque chose comme un monde commun. Nous n'en savons rien. Nous ne savons pas si nous partageons un même monde. Mais nous faisons le pari d'une foi perceptive, comme disait Maurice Merleau-Ponty, repris ensuite par Arendt. Nous avons une foi que ce que nous percevons est quelque chose qui ne se résume pas à notre petite projection mentale, mais qui nous dépasse, qui existe indépendamment de nous, au-delà de notre perspective. Et ce renvoi à ce monde commun, c'est la seule chose qui peut fonder un pluralisme. Donc le pluralisme, ce n'est pas la juxtaposition, comme dans des cages, dans un zoo d'enfermement, dans le repli identitaire, c'est justement avoir la croyance qu'il y a quelque chose qui nous dépasse et dont nous avons une responsabilité commune. C'est donc faire le pari d'un monde sensible, perceptif, de corps, fait de corps, d'architecture, d'espace, dont nous devons débattre de la vérité. Et chaque fois que nous débattons de l'existence même, de l'identité, de la valeur de ces êtres, de ces choses auxquelles chaque perspective nous renvoie, nous validons un peu plus ce que Arendt appelle la vérité. Et elle, pour terminer, elle le dit dans son magnifique discours sur Lessing de la ville de Hambourg, le prix Lessing qu'elle reçoit. Elle dit « Lessing avait tout compris », c'est-à-dire au lieu de penser que la vérité, c'est quelque chose qui est là indépendamment, si on a le temps d'aller lui rendre visite ou pas, non, la vérité, c'est quelque chose qui se crée par le débat autour de la vérité, c'est-à-dire nous avons besoin de la dispute, du conflit,
Et la vérité ne souffre pas du conflit. C'est ça le malentendu. Lessing a ce propos magnifique. Il dit, quand nous nous disputons, eh bien, à chaque fois que nous nous disputons, la vérité gagne un petit peu. Voilà. Si je peux rebondir juste sur ce qu'il vient de dire. Je pense que ça incarne beaucoup le cas libanais. On se dispute tout le temps. Et je veux espérer, et c'est mon espoir, non mais je vous assure, parce que dans cette pluralité qui ne se retrouve pas, dans cette pluralité d'opinions qui ne se retrouve pas, le fait que chacun hurle dans sa case, je vous assure qu'on se dispute et la preuve en est, mais c'est mon seul espoir par rapport au cas libanais, c'est de me dire que on a déjà toutes les conditions pour sombrer dans une guerre civile. Si on n'a pas encore sombré, c'est parce que nous avons la volonté peut-être de nous disputer pour mieux vivre ensemble. Je veux y croire. Et juste, peut-être, pour moi, qui ne suis pas philosophe et qui suis écrivain, j'ai envie de juste, ma synthèse à moi, s'il vous plaît, reprenez-moi. J'entends surtout une idolâtrie de mouvement, en fait, si je veux faire, une idolâtrie de la croyance aujourd'hui et une idolâtrie du doute, parce qu'on a utilisé le concept d'idolâtrie. Et entre les deux aussi, ça rejoint ce que vous disiez, c'est que, bon, pour moi, il y a un clivage. On est de plus en plus dans le clivage permanent, sans que le mensonge se nourrit de vérité, le vérité se nourrit de mensonge, à quel moment ils se rejoignent. Et c'est justement ce que vous disiez. Donc en fait, je suis totalement d'accord. Et j'espère que le Liban en prendra de la graine. Voilà, c'est tout. Abdenour Bidar. Oui, alors peut-être plus... là, maintenant, on discute bien. On débat et on discute, sans se disputer d'ailleurs. Ça veut dire que justement, on arrive à nouer quelque chose ensemble. Donc je m'en réjouis. Moi, ce que j'admire chez Hannah Arendt, c'est la capacité d'autocritique. C'est-à-dire qu'elle critique le moment de société, le moment de civilisation qui est traversé par l'Allemagne, qui est traversé par l'Europe, qui est traversé par l'Occident au moment où elle écrit. Alors peut-être, je dirais, si on veut être un petit peu à la hauteur d'Hannah Arendt, ça serait intéressant qu'on soit nous aussi suffisamment autocritiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi je suis d'accord pour dire que les Chinois ne sont pas un modèle de démocratie. Je suis d'accord pour dire que ce que font les Hongrois, c'est quelque chose qui commence à sentir extrêmement mauvais parce que c'est un gouvernement qui est un gouvernement d'extrême droite. Mais nous, en France, on est encore en démocratie. Bon, quand même, faut pas exagérer. Non, mais je dis pas ça pour que vous applaudissiez. Je dis ça pour que vous vous épouvantiez avec moi. Comme face à toutes les évidences qui crèvent tellement les yeux qu'on finit par ne plus rien voir. Moi, ce que j'observe en tant que philosophe, c'est que l'esprit critique, c'est facile, mais l'esprit critique qui commence par l'autocritique, c'est-à-dire, en l'occurrence, la capacité à voir ce qui est, de mon point de vue, mais personne n'est obligé d'être d'accord, l'état lamentable de notre démocratie, la perte de confiance radicale que nous avons, et je pense à juste titre, dans l'action et dans la parole publique, dans la parole politique. C'est bien la crise de la vérité. Alors, bien entendu, on peut aller chercher du côté de la Hongrie, aller chercher du côté de la Chine, mais combien de Français aujourd'hui vont voter? Déjà, combien de Français vont voter? Et ensuite, combien de Français vont voter avec la conviction que celui ou celle pour laquelle ils vont voter porte quelque chose qui est véritablement juste et qui n'est pas qu'une opération, une énième opération électoraliste de communication. Bon. Non mais encore une fois, je ne dis pas ça pour qu'on s'en réjouisse, je dis ça pour qu'on s'en inquiète suffisamment. Et j'ai fait ce constat, c'est-à-dire de la capacité extrêmement importante que nous avons à regarder l'autre avec un regard critique, sans être capable de nous critiquer nous-mêmes. Une des dernières fois que je l'ai fait, c'est justement dans le petit texte que vous évoquiez, qui s'appelle « Lettre ouverte au monde musulman ». Je vais raconter ce qui s'est passé dans ce bouquin. J'écris « Lettre ouverte au monde musulman » et je dis, voilà, depuis 2001, depuis la thèse de Samuel Huntington sur le choc des civilisations, eh bien, on a ces deux immenses civilisations, ces deux immenses cultures, ces deux immenses mondes, qui ont commencé à adorer se détester, à se regarder en chien de faïence. Et en réalité, chacun
ne critique l'autre que pour une raison qui est qu'il voit en quelque sorte dans l'autre, dans le miroir de l'autre, quelque chose qui le renvoie à ses propres insuffisances. Donc en réalité, tout le temps qu'on perd en salive à essayer de diaboliser l'autre, on le gagnerait, à la fois en salive et en sagesse, à essayer de se regarder soi-même de manière un petit peu critique. Vous savez ce qui est arrivé à ce bouquin ? Ce qui est arrivé à ce bouquin, ça a été par exemple la critique de Luc Ferry dans le Figaro, qui a dit il est bien ce petit philosophe musulman qui arrive là sur le marché intellectuel. Sa critique du monde musulman, elle est absolument formidable, elle est magistrale. Par contre, je ne comprends pas très bien sa critique de l'Occident. Et du côté musulman, la plupart du temps, ce que j'ai entendu, c'est « Oh là là, ce philosophe musulman, c'est formidable sa critique de l'Occident. » Par contre, je ne vois pas du tout ce qui peut motiver sa critique du monde musulman. Hormis évidemment, parce qu'il y a toujours des courageux, c'est-à-dire des autocritiques, c'est-à-dire des gens qui sont capables de voir la poutre qui est dans leur œil au lieu de voir la paille qui est dans l'œil du voisin. Il y a eu par exemple ce collectif d'intellectuels marocains, sous la direction d'un grand éditeur marocain, qui a publié un livre à propos de ce qui venait d'arriver, des attentats, du cancer du terrorisme, de l'islamisme, etc. Et ce livre était intitulé « Ce qui nous sommes », pas ce que nous sommes, ce qui nous sommes. C'est-à-dire, c'était donc des consciences musulmanes de haut niveau qui disaient, voilà, dans ce qui vient de se passer, qui se revendiquent comme musulmans, il y a quelque chose qui nous oblige, comme je l'ai dit moi-même dans ma lettre ouverte au monde musulman, de passer du réflexe de l'autodéfense, tout ça n'a rien à voir avec l'islam, à la responsabilité de l'autocritique, justement. Et ces intellectuels marocains disaient, voilà, on est convoqués, ce qui nous sommes, c'est-à-dire ce qui nous convoque dans ce qui vient d'arriver. Mais moi, encore une fois, ce que j'observe, c'est que, souvent, nous manquons de capacité autocritique. Et moi, je suis très inquiet du moment de société que nous traversons aujourd'hui en France. Je ne connais pas suffisamment la situation libanaise, mais quand je vois l'état de nos démocraties soi-disant libérales, qui de mon point de vue sont devenues des démocraties parfaitement illibérales à force de libéralisme, eh bien, je pense que, en effet, on peut conserver un peu de temps et d'espace mental, comme disait l'autre, pour critiquer la Chine, mais quand même, il y a un effort à faire. Nous avons absolument besoin de nous ressaisir aujourd'hui. Ça va, j'espère que je suis assez concret, là. Hein. Vous l'avez mal pris. Voilà. Non, je ne l'ai pas du tout mal pris, mais le philosophe, c'est celui qui choisit, si vous voulez, de ne pas se précipiter vers le concret dans ce qu'il peut avoir de factuel ou d'anecdotique, parce qu'il a ce souci que nous nous donnions du fond d'écran, c'est-à-dire un petit peu de champ, c'est-à-dire un petit peu de recul. Mais là, vous voyez, ça y est, à mon tour, avec appétit, et on en a besoin du fond d'écran. Alors, pardonnez-moi, c'est vrai que... Nous aussi, d'ailleurs, en tant que journalistes, on a besoin du fond d'écran. Alors, il est plus ou moins sombre parfois. Alors, j'aurais aimé, peut-être à ce stade du débat, puisque vous avez cité ce terme sur lequel je voulais qu'on rebondisse, ou en tout cas vous amener à réagir dessus, crise de la vérité, crise de la confiance. Est-ce que finalement on est arrivé aujourd'hui à une absence totale de confiance entre les hommes? Est-ce que notre monde est aujourd'hui un monde déshumanisé? Moi, je vais répondre à votre question en rebondissant sur ce qu'a dit Emmanuel tout à l'heure. En fait, quand il disait que... quand il parlait des faits alternatifs, qu'est-ce qui était intéressant, c'était les faits, et qu'en réalité, ce qui comptait, c'était la construction d'un monde commun. Moi, j'ai travaillé sur les complotistes, donc les complotistes systématiques, si je puis dire, non pas les gens qui doutent et qui essayent de penser par eux-mêmes et de critiquer par eux-mêmes ce qui se passe à droite, à gauche. Et ce que j'ai remarqué, en fait, c'est que la vérité du complotiste était une vérité systématiquement alternative, ça veut dire plongeant dans les ressources de la philosophie. Je ne vais pas incriminer la philosophie, mais c'est l'idée que la vérité est au-delà des apparences, qu'il faut douter de ce qu'on voit, etc. Enfin, c'est le langage systématique, et c'est ce qui est troublant chez les complotistes, c'est qu'ils emploient entièrement le vocabulaire sur lesquels nos propres démocraties se fondent. Enfin, la critique des
des apparences, aussi bien chez Platon que chez Descartes, etc. Ou encore cette idée du peuple dont vous avez parlé tout à l'heure. En fait, moi, j'ai entendu le peuple des complotistes, qui est un mot qui revient en permanence. En fait, il faut écouter le peuple. Mais de quel peuple s'agit-il? Et en fait, moi, j'ai entendu dans ce peuple l'adage bien connu, vox populi, vox dei, en disant que la vox dei, c'était effectivement la voix de ce peuple, le peuple n'étant pas identifié au démos, celui qui vote, ni non plus à la masse abusée, parce que dans le système du complotiste, l'autre qui croit à toutes les fadaises qu'on lui raconte, qui croit que l'homme est allé sur la Lune, qui croit que la Terre est ronde, etc., ça n'est pas le peuple, c'est la masse, c'est une masse condamnée, ce sont des moutons, des moujons, des pigeons, enfin tout ce que vous voulez. Et en fait, le complotiste définit un peuple particulier qui est un peuple qui maintient, qui a la vérité, mais la vérité n'est pas nommée, puisque la vérité, c'est simplement l'idée qu'il y a une vérité qui n'est pas celle qu'on nous présente. La vérité est quelque chose qui échappe aux complotistes comme à tous les autres, donc il doute. La seule chose dont il ne doute pas, c'est qu'il existe la vérité. C'est pour ça que le complotiste va présenter 50 explications alternatives, parce que dans le fond, ça n'est pas l'explication qui compte. Ce qui compte, c'est de défaire le monde commun, c'est de penser ou de faire partie de cette destruction pour lui être sauvé. Et par quoi il est sauvé? Il est sauvé par la connaissance. Il est sauvé par sa différenciation, par sa distinction par rapport aux autres. En fait, il y a un thème qui n'apparaît, à mon avis, pas assez souvent quand on réfléchit sur la crise de la société, c'est aussi la crise de l'égalité, puisque nous sommes dans des sociétés égalitaristes et que les sociétés ont besoin, les êtres humains, je ne sais pas comment ça fonctionne exactement, je ne suis pas psychologue ni assez anthropologue pour ça, ont besoin de distinction. En fait, une société qui devient trop égalitaire essaye de construire des groupes, des sous-groupes et de construire de la distinction. Et le complotiste, à l'intérieur de cet égalitarisme dans lequel la parole chacun a accès à la parole, etc., trouve la distinction dans le salut qui lui vient de la connaissance. En fait, je pense que fondamentalement, il y a cette dévalorisation des apparences et cette décision que le monde doit être détruit parce que le monde d'ici-bas est mauvais. On le voit partout, il est dominé par des méchants, le mal est présent, on le voit directement, ou alors il est rampant, et dans ces cas-là, il est encore pire puisqu'on ne le voit pas. Enfin, c'est cette idée que le monde d'ici-bas est mauvais, qu'il n'est pas sauvable, parce que voilà, on attend la grande conflagration de toutes choses, et que le conspirationniste, quant à lui, est sauvé parce qu'il a cette vérité qui est une vérité de l'esprit, absolument. Son esprit domine. J'ai envie de dire qu'il n'est pas... son rejet du monde va jusque-là, c'est-à-dire qu'il y a une condamnation absolue de ce qui se passe ici. Et c'est pour ça que moi, j'ai systématiquement retrouvé cette espèce de pulsion religieuse fondamentale que je dis gnostique, non, qui est dualiste, qui condamne le monde d'ici-bas et qui dit la connaissance, la gnose, la connaissance va nous sauver, et la connaissance de ce petit groupe de complotistes, c'est que les apparences sont perverses, que les hommes sont mauvais et que seul ce petit groupe va se sauver. Et donc la contradiction apparente dans ce système, c'est que le complotisme devient une option répandue, si je puis dire. C'est la démocratisation du complotisme, alors que le complotiste ou la gnose, auparavant, était réservé à un tout petit cercle d'initiés. Et donc moi, je me suis intéressée fondamentalement à cette raison pour laquelle le complotisme est devenu quelque chose de tellement répandu. Et donc j'ai fait, comme toutes les personnes qui travaillent sur le complotisme, en fait, j'ai un petit peu gratté, et je suis malheureusement systématiquement tombée sur des penseurs, des autorités d'extrême droite. Parce que cette idée-là est comme vraie. Donc je ne parle pas, donc je vois des grimaces, je ne parle pas de la critique légitime des laboratoires pharmaceutiques et des gros profits. Je veux dire, on peut douter, il est au contraire nécessaire de douter. Je parle bien du système. Bon. Et ce système, en fait, je l'ai retrouvé, j'ai travaillé beaucoup sur les penseurs. En fait, j'ai été très intéressée, j'ai travaillé sur un texte de Heidegger qu'il a écrit en avril 1945. Donc avril 1945, vous imaginez l'Allemagne. Et donc il dit, les Allemands sont enfin libres.
Ils ont plus de toit, hein, ils n'ont plus rien à manger, il y a les bombes partout, vous imaginez la situation. Et lui, il a un moment d'extase dans la destruction, et il dit, voilà, on arrive à la liberté, on arrive à la libération, on arrive au libre, qui est le fait d'être délivré, enfin, il y a tout un tas de jeux de mots, et on arrive à la vérité. Voilà. Et donc, à partir de là, donc, je ne réduis pas Heidegger à sa dimension gnostique, mais je vois dans Heidegger une dimension gnostique qu'on retrouve dans chez un certain nombre de penseurs, et j'ai trouvé une constante chez tous ces gens qui étaient de dire le fascisme, le nazisme qu'ils avaient soutenu dans les premières années ou dans les premiers mois, peu importe, en fait sont des systèmes vulgaires parce qu'à un certain moment ils ont été populistes, ils ont eu un rapport avec le peuple réel, alors que le vrai peuple n'est pas le peuple vulgaire et réel qu'on ne veut pas rencontrer. Et donc j'ai découvert des textes de Julius Evola, etc., qui essayaient de penser comment est-ce qu'on va réaliser le monde fasciste réel qui est celui dont on rêve. Et ces gens-là ont tous les mêmes inspirations ésotériques. Donc ce ne sont pas des populistes, c'est l'inverse du populisme, sauf si on prend le populisme au sens peuple-dieu, quoi. Et en fait, je me suis demandé, et j'ai essayé de retrouver les jalons de cette idée, de cette pensée-là, si cette histoire de complotisme n'était pas en fait un travail de très longue date qui a été vu et dessiné par Evola dans des textes de 1944, etc. Puis à nouveau, Alain de Benoît dans les années 60. En fait, on a une filiation en fait, où ils essayent de trouver absolument un moyen pour faire un fascisme qui réussisse. Ça veut dire qu'ils liquident la question du peuple. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'affaire à des gens réels, etc. Et donc, le complotisme, qui est la forme de pensée structurelle de ces penseurs, pour qui, je veux dire, chez Evola, chez Heidegger, etc., le complotisme est présent, en fait, il y aurait eu une sorte de travail gramscien, de conquête culturelle, où tout d'un coup, on réussit à traiter la question du peuple en créant ce complotisme, disons, en le favorisant, en le nourrissant, etc. Et en donnant cette idée qui a été affirmée tout à l'heure, que le doute n'était plus chez les démocrates. En fait, le doute est... partout où vous allez, dans les universités, le doute est répandu. C'est une vision de l'extrême droite, de dire que c'est eux qui ont le doute. Le doute est extrêmement présent dans tous les livres, j'ai du mal à comprendre ce que vous dites là, à part que j'y vois une victoire de cette extrême droite qui arrive à dire que le doute n'existe plus chez les démocrates, alors qu'il nous habite constamment, nous sommes tenaillés, bouffés par le doute du matin jusqu'au soir. Emmanuel Alloa. Alors, je sais peut-être que je me suis mal exprimé, mais ce que j'essaye de dire, c'est qu'il y a deux choses. C'est qu'il y a d'une part la logique paranoïaque, qui est que ce sont des personnes qui, en fait, même été analysées par les psychologues. En fait, c'est l'hypoperspectivisme. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas capable de sortir de son point de vue. C'est la définition même du paranoïaque. C'est quelqu'un qui est convaincu que tout converge vers lui. On me regarde, c'est moi. Ah bon, c'est moi, ça se passe comme ça. Et donc, c'est quelqu'un qui, évidemment, n'a aucun sens de l'humour, n'est pas capable de se déprendre de soi-même. Donc, essayer de faire rire un paranoïaque, vous aurez du mal. Et c'est le cas avec, évidemment, aussi les terroristes. C'est pas vraiment des rigolos. Donc, c'est quelqu'un qui est enfermé, évidemment, dans une seule façon de voir le monde. Donc, ça, c'est ce qu'on pourrait appeler la critique de la raison paranoïaque qu'il faudrait faire. Donc, ouvrir des perspectives. Et je pense que notre événement qui nous rassemble ici, c'est ça, magnifique sous-titre, à part le fait que c'est la figure d'Averroès qui nous rassemble ici, qui à lui tout seul incarne cette pluralité des raisons, passer sa journée à produire des fatwas, donc des décisions de loi à l'ombre à Cordoue, de la Mesquita de Cordoue, et puis le soir, il se retrouve avec ses amis philosophes, et avoir plusieurs formes de rationalité par rapport au monde. Mais il y a un sous-titre à l'événement qui nous rassemble, il est magnifique. Penser la Méditerranée des deux rives, et ça dit tout. C'est-à-dire, cessons de penser que les problèmes ne sont que des problèmes nationaux, de souveraineté à retrouver, c'est dans notre pays que quelque chose va mal. Nous avons des problèmes qui dépassent largement notre petite perspective individuelle, mais peut-être aussi notre perspective locale, nationale. On est face à des problèmes globaux du monde qui va mal. Donc, penser cette pluralité des perspectives, des deux rives, des deux côtés, les choses se présentent tout à fait autrement si vous allez voir de l'autre côté d'une mer, mais aussi d'un objet. Donc ça, c'est la première chose. Donc pluraliser, multiplier les perspectives. L'autre chose, c'est récupérer
le potentiel critique du doute. Et peut-être que je me suis mal exprimé tout à l'heure, mais qu'est-ce que je veux dire? C'est que ces gens qui vous disent, et je pense que vous y avez travaillé bien plus que moi, mais un complotiste, il ne vous dit pas « je doute ». Un complotiste, il dit « je sais que je suis manipulé » et que donc j'ai la certitude, je n'ai pas la certitude sur la manière dont on me manipule, mais j'ai une certitude sur le fait que les choses ne se passent pas exactement comme elles sont en train de se passer. Donc, c'est des gens qui savent, ce n'est pas une croyance, c'est un savoir. Et là, comprendre, je trouve ça très, très, très convaincant, l'idée qu'il y a un système du complotisme, système du doute, c'est avoir un rapport tout à fait différent au doute, à l'incertitude, à savoir que ce que nous croyons être notre savoir repose sur quelque chose d'incertain. Donc c'est là que je pense que nous pouvons essayer de récupérer le potentiel critique du soupçon, du doute, qui a une puissance libératrice, parce qu'il nous fait sortir de nos gonds, il nous fait sortir de ce que nous tenons pour des certitudes, et aller vers cet autre dont nous sommes déjà entourés et que nous ne voulons pas voir autour de nous. Donc, juste pour préciser, peut-être que je n'ai pas été très précis tout à l'heure. Alors, je vais... Oui. Juste rebondir très très vite. Allez, c'est possible. Quand je vous entends parler du complotisme, quand vous dites nous savons manipuler sans connaître les moyens de la manipulation, j'ai l'impression que c'est le cas de notre société libanaise. Quelque part, on a de cette paranoïa en définitive dans laquelle nous sommes et qui empêche de rire, mais nous rions quand même. Et la grande difficulté finalement est d'accéder à en tout cas, moi, je ne me sens pas tellement concernée. Enfin, au Liban, on est voilà, bon. Peut-être c'est mieux de poser des questions. Abdelnourida, et j'en ai une grande après ça pour clore ce débat entre nous et ensuite vous inviter à avoir des questions. Ça concernera l'avenir de nos sociétés, étant donné le bilan que vous en avez fait. Alors, j'ai bien noté le fait que vous ayez relevé notre absence d'autocritique, affaiblissement de la vérité, c'est peut-être un euphémisme d'ailleurs, nécessité de multiplier les perspectives. Comment vous voyez l'avenir ? L'avenir ça va bien se passer. On va commencer par souffrir un peu pendant 100 ans, à peu près, je dirais. Mais après, franchement, je suis assez optimiste. Hein. Non, sérieusement. Vous vous moquez. Sérieusement, non, je ne me moque pas. Je rebondis sur ce que disait notre interlocuteur au bout de la table. En effet, je pense qu'il y a quelque chose d'essentiel qui passe par la connaissance de l'autre, véritablement. C'est-à-dire cette opportunité d'altération qu'offre l'altérité. Hein, voilà, ça me paraît très important. Et nous sommes du côté de la rive nord de la Méditerranée. Je vous invite à lire ce qui vient de l'autre côté de la Méditerranée. On parlait de l'Andalou, alors là c'est pour la rive nord, on parlait de l'Andalou Averroès. J'aime beaucoup Averroès. Averroès, c'est le XIIIe siècle. Hein, c'est comme si on invitait du côté occidental à lire... alors il faut commencer par là, bien entendu, mais par exemple saint Thomas d'Aquin, vous voyez, bien avant Descartes, etc. Regardez ce qui se passe aujourd'hui du côté de l'autre rive de la Méditerranée. Je vais vous citer 3 ou 4 penseurs, en particulier tunisiens, absolument remarquables. Est-ce que vous avez lu Mohamed Talbi, par exemple? Oui, formidable. Est-ce que vous avez lu Abdelmajid Charfi? Abdelmajid Charfi, qui était un universitaire tunisien, spécialiste de la pensée islamique, un homme d'une humilité absolument extraordinaire. Est-ce que vous avez lu Youssef Sédik, qui est aujourd'hui très âgé, qui est presque aveugle, qui a écrit ce livre remarquable qui s'appelait « Nous n'avons jamais lu le Coran ». Est-ce que vous avez lu le grand universitaire spécialiste de droit, Yad Ben Achour, qui est venu l'année dernière occuper la chaire Averroès, créée par Thierry Fabre, ici même à Marseille. Voilà, donc tout ce qui peut, comme aurait dit Feu Michel Lebris, vous vous souvenez, celui qui avait créé le Festival des Étonnants Voyageurs, tout ce qui peut nous faire prendre le large, véritablement prendre le large, par rapport à toutes nos certitudes un petit peu rassis ou au petit bout de la lorgnette par lequel, par paresse, nous n'envisageons les questions de société et les questions de civilisation, parce que nous les envisageons toujours à partir de nos références que de siècle en siècle nous ressassons. Voilà, donc ce sont des conseils de lecture qui sont des conseils de grand large.
Yamired. Sur la question de l'avenir, moi je vais répondre à partir de ce texte Implosion, à partir de ce 4 août, à partir de ce passé compliqué fait d'un fatras de dissimulation et d'impossibilité finalement de construire quelque chose. Comment est-ce qu'on regarde l'avenir? Puisque c'est ça la question, basée sur une crise de confiance et sur une crise de la vérité constamment manipulée. Je pense que notre enjeu est là. J'ai voulu le traiter justement aussi parce que c'est vrai qu'il y a l'histoire avec un grand H, mais il y a aussi nos petites histoires dans la grande histoire. En définitive, qu'est-ce qui fait que voilà, nous naissons et nous mourrons, et c'est ça en définitive la seule réalité. C'est ça la seule. C'est ce que je dis. C'est les cadavres seuls connaissent la vérité. C'est parce qu'elle est organique cette vérité au final. Et quand je parle de faits, j'ai quelque part besoin de renouer avec cet aspect organique-là. Dans mon livre, il y a ce couple finalement qui est lui-même en crise de confiance et donc de vérité, puisque dans un couple, quand les couples se déchirent, ils ont eux-mêmes un problème à tomber d'accord sur un même fait. C'est ce qui fait qu'on divorce plus ou moins bien ou plus ou moins mal. Et donc, moi, j'ai utilisé cette métaphore d'un couple qui se déchire avec leurs enfants, qui leur permet finalement, qu'est-ce qui fait que les couples peuvent aller aussi parfois de l'avant, au-delà de la question du désir, de ce qui nous unit aussi en tant que couple. Qu'est-ce qui fait parfois, quand on a des enfants, qu'on reste ou qu'on part, c'est les enfants qui sont l'avenir d'un couple, et tout comme les peuples sont l'avenir voilà, la jeunesse est l'avenir d'un pays. Et alors ces enfants permettent en fait à ce couple de durer. Et il y a une phrase que la petite dit aux parents qui dit les nuages sont les esprits du temps. Je suis peut-être hors sujet, mais pour moi ça ne l'est pas, parce que la poésie est encore voilà, ce qui m'émeut énormément en tant qu'écrivaine. Et bien, c'est voilà. Donc, les nuages sont les esprits du temps et les peuples sont les esprits de la nation. C'est comme ça. Et je crois beaucoup qu'il n'y aura d'avenir, indépendamment de cette thématique-là, que quand nous aurons vraiment un souci collectif par rapport à ces sociétés, à créer du lien, à créer cette fraternité, à finalement voilà, essayer de constamment ressouder un patchwork et surtout lutter contre les clivages qui sont, pour moi, j'écris, la littérature pour moi, c'est le creuset des nuances. Et nous, malheureusement, je pense que la société en déficit de sens dont parlait tout à l'heure, dont nous parlions tous, pour moi, c'est une société en déficit de nuances. Donc, il faut remettre les nuances à l'ordre du jour. Voilà. Merci. Sylvie Tossig et Emmanuel Laloy sur l'avenir, et après ça, on passera aux questions. Sur l'avenir, d'abord, j'espère qu'on pourra continuer à débattre de la vérité, parce que pour moi, ce qui me semble très problématique dans la question de l'avenir est vraiment inenvisageable, et qui fait bien partie de cette question du rapport à l'autre et du monde commun, c'est quand même la question de l'écologie. Donc on ne sait pas ce qui va se passer dans les sociétés du Sud extrêmement rapidement. Moi, je vis dans une société du Sud où la question de l'eau est déjà devenue dramatique. Voilà. Donc qu'est-ce qui va se passer dans la question de la vérité quand réellement il faudra penser les réfugiés climatiques, etc. Donc voilà, sur la vérité en tant que telle, je pense que les sociétés, disons qu'il y a une transformation de nos sociétés, disons européennes, avec l'accession à la démocratie, que ça a été une chose vraiment incroyable, et l'accompagnement de toutes les démocraties sociales, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, la question d'urgence, c'est qui doit être réglée de façon démocratique et non pas autoritaire, parce qu'aujourd'hui, ce qui se met en place avec ces régimes autoritaires, c'est aussi une gestion autoritaire de la crise climatique, ce qui est pas la dimension moindre. Et je pense qu'il faut faire très très attention à ce qui se cache derrière ces propositions complotistes, derrière, je vais faire du super complotisme, qui est-ce qui tire les ficelles de la diffusion incroyable de cette critique de la vérité, en fait, puisque je pense réellement que c'est quelque chose de travaillé. Et donc, je voudrais qu'on fasse très, très attention au danger absolu pour la planète et pour les êtres humains qui y habitent, quand
nous aurons des gouvernements qui nieront la crise climatique ou qui pourront la gérer avec des moyens totalitaires. Enfin, on voit ce qui se passe en Chine. Voilà, donc je suis désolée de ramener la question de la vérité à une question très concrète de l'écologie et de la survie dans un monde commun, mais je crois que c'est malheureusement ça qui nous menace. Emmanuel Aloha. Ce que vous posez, c'est la question de la croyance, non seulement et non pas tant en la vérité, mais en l'avenir. C'est-à-dire comment miser sur un avenir qui semble plus sombre que jamais. Ce qui me vient à l'esprit, ce sont deux figures, deux personnes. La première a déjà été nommée, l'autre ce matin, et les deux étaient amis. Il s'agit d'Hannah Arendt et de Walter Benjamin, deux personnes qui avaient un autre rapport, une autre forme de foi dans l'avenir. Tous les deux se sont retrouvés ici souvent. Benjamin est venu 3 fois à Marseille, à quelques maisons d'ici. Il venait au Cahier du Sud proposer ses premiers textes, qui d'ailleurs ont été d'abord refusés. Et puis il s'est retrouvé ici avant d'essayer de franchir la frontière, franchir les Pyrénées pour passer dans ce qu'il pensait être le monde libre. Il a fini par jeter l'éponge, croire que ce n'était pas fini, ce n'était pas possible, et par se suicider à Portbou en 1940. Hannah Arendt, sa grande amie, qu'il retrouvait ici avec tant d'autres intellectuels, a eu une autre foi dans l'avenir, dans la possibilité de repenser autrement les choses. Et peut-être ce qu'elle a à nous apprendre, c'est ça, c'est une forme de sensibilité pour les ressources qu'il y a dans tout ce qui nous entoure, des êtres avec lesquels nous coexistons. Redevenir sensible à ces êtres auxquels nous nous fermons, nous nous immunisons. Ce qu'elle dit toujours, c'est ça, c'est croire que la vérité, ça pourrait être quelque chose qui ne concerne que nous. Et j'aimais beaucoup cette idée d'une altération par l'altérité. Je crois que c'est exactement ça. Multiplier les perspectives, voir les choses depuis plusieurs points de vue, c'est découvrir que l'existence est une coexistence, que nous sommes déjà à plusieurs. Et difficile de trouver un lieu où cette vérité est plus évidente qu'à Marseille. Mais qu'est-ce que c'est qu'apprendre à coexister? Qu'est-ce que c'est qu'apprendre à vivre à plusieurs, à beaucoup? Et peut-être pas seulement des formes humaines, peut-être aussi avec d'autres existants, de comprendre que ce même espace, cette mer où peut-être nous partons pour une excursion en bateau, c'est en fait aussi un immense cimetière pour d'autres qui essayent de rejoindre cette même rive. Comprendre cette réalité plurielle qui reste néanmoins une réalité commune d'un mare qui est un mare nostrum. C'est à la fois ce qui crée la plus grande détresse, le plus grand désespoir, et peut-être qui nous permet de trouver aussi des ressources pour espérer qu'un autre monde soit possible. Alors juste un petit décodage, et je vous prie de m'excuser parce que je ne l'ai pas fait mention en vous introduisant tout à l'heure, c'est que vos références à Hannah Arendt, c'est juste pour préciser que vous, Emmanuel Aloha, vous publiez un inédit d'Hannah Arendt aux éditions Payot, Il n'y a qu'un seul droit de l'homme. Voilà, c'était juste pour resituer. Je vous propose, je ne sais pas très bien l'heure qu'il est, il est 16h38, on a peut-être encore une petite demi-heure avec vos questions qui, je l'espère, sont nombreuses. Il me semble qu'il y a eu beaucoup de portes qui se sont ouvertes et je propose à ces jeunes personnes qui sont au 3e rang de se présenter et voilà, de lancer la première question, et je vous en remercie. Bonjour, merci beaucoup pour votre conférence. Je représente les élèves de Sciences Po qui ont écrit le tiré à part et les résumés des conférences d'hier. On a 2 questions pour vous aujourd'hui. Est-ce que le complotisme jouerait aujourd'hui le rôle d'une nouvelle sacralité ou d'une nouvelle religion dans la manière dont vous en avez parlé, dont vous l'avez décrite? Et la seconde, c'est de quels outils on disposerait, d'outils démocratiques aujourd'hui pour obtenir la vérité, autre que du coup des moyens un peu oppressifs dont vous avez parlé, comme les lois anti-fake news, etc. Alors, je ne sais pas qui souhaite répondre. Donc,
Le complotisme est-il la nouvelle religion et de quels outils dispose-t-on pour obtenir la vérité? Qui souhaite Moi, je veux bien répondre, Sylvie puisque j'ai parlé du complotisme comme d'une récidive gnostique, donc d'un retour de la gnose. En fait, la gnose n'est pas une nouvelle religion, c'est une conception religieuse, si je puis dire, qui traverse toutes les religions. Il y a de la gnose dans la plupart des religions, je ne les connais pas toutes, mais dans la plupart des religions, disons, de l'humanité que je peux connaître. Il y a de la gnose en islam, il y a de la gnose chez les chrétiens, il y a de la gnose chez les juifs. Et en fait, ce qui a été fait par les penseurs des années 20 et des années 30, qui ont aussi vu dans la situation moderne une récidive gnostique, en fait, ils ont essayé d'en mettre en évidence les traits particuliers qui font l'économie de parler de Dieu et donc de constituer la gnose comme une religion. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est de montrer que la pensée gnostique reposait sur deux idées fondamentales. En fait, la première, c'est que le monde est mauvais. Pour revenir à ce qu'Emmanuel disait tout à l'heure, en fait, c'est ne pas envisager l'avenir ou envisager l'avenir comme une grande destruction, comme une grande conflagration. En fait, se réjouir de voir qu'enfin la fin approche, puisque moi je suis sauvée, d'une certaine manière. Donc ça serait la première vision dualiste d'un monde partagé, d'un monde mauvais et d'une possibilité de salut. Et la deuxième caractéristique, c'est que la gnose, la connaissance, donc détermine un petit nombre d'élus. Donc il y a une petite société de happy fews qui se distinguent de la masse d'années. Alors nous faisons tout ce qui est masse d'années, c'est tous les autres. En réalité, tous ceux qui croient ce qu'on dit à la télé, dans les journaux, qui se fait vacciner, etc. Quand c'est organisé dans un système complotiste, je ne parle pas de doutes locaux et individuels, mais quand c'est pris dans un système. Et donc, je ne parle pas de religion gnostique ni de religion complotiste, mais je définis le complotisme comme un système qui a à voir avec une représentation religieuse, plus exactement. Voilà. Alors, les outils pour l'obtention de la vérité. Vous souhaitez, Abdelnour Bidor, pardon, oui, sur le complotisme. Juste, comme on a des étudiants, je voudrais leur donner un conseil de vieux prof. Alors, excusez-moi, ça va faire vieux con, mais ça fait rien, j'en prends le risque. Essayez un moment dans vos études, peut-être de faire un effort pour vous intéresser à ce qui ne fait pas l'actualité. C'est-à-dire de ne pas vous intéresser au complotisme, au wokisme, au séparatisme, à l'islamo-gauchisme, et faites très attention aussi à la théorie de l'effondrement. Je dis ça parce que dans une société, à chaque époque, il y a des effets de mode, c'est-à-dire tout le monde se met à réfléchir sur la même chose, à ce que Jean Bobéro, qui est un grand spécialiste de la laïcité, appelle les questions socialement obligatoires. Voilà, c'est-à-dire tout d'un coup, ça se met à devenir l'alpha et l'oméga de la réflexion de tout le monde en matière intellectuelle, en matière de recherche, etc. Je pense que ça peut être intéressant, et c'est pour ça que je suis un vieux con, de refaire ce que Platon appelait le long détour, c'est-à-dire de sortir de la caverne, parce que tout ce dont je vous ai parlé, pour moi, c'est une façon de rester dans la caverne, donc de sortir de la caverne et d'aller s'intéresser à des choses qui sont un petit peu inactuelles, un petit peu inactuelles, et qui, à mon avis, seront très, très utiles. Donc des questions de fond, des grandes questions de fond, qui sont des questions de civilisation, qui ont une durée de vie, je dirais, qui n'est pas, comme tout ce que je viens de mentionner, hyper limitée. Donc lisez les grands textes, lisez les grandes œuvres, justement, allez voir Averroès, par exemple, ou d'autres. Et je crois que c'est ça, en tout cas moi, je le dis en réalité à partir de mon expérience, c'est ça qui m'a permis ensuite de revenir vers les questions actuelles, à la lumière de quelque chose qui était d'abord une prise de champ et la possibilité de ce qu'Lévi-Strauss appelait un regard éloigné. Voilà. Donc pardon, c'est pas... J'ai peut-être juste... Marie-France. Yamiared, sur les outils pour obtenir la vérité. Ah, pardon, Emmanuel Alloy. Oui, non, mais je trouvais ça magnifique d'insister à une époque qu'on pourrait appeler, avec François Ortog, présentiste, c'est-à-dire
nous sommes tellement obsédés par le présent, nous sommes branchés de façon quasiment directe, épidermique sur le présent et ses soubresauts, de faire ce pas de côté. Et il me venait à l'esprit, toujours dans le même texte que je citais tout à l'heure de Lessing. Lessing a ce conseil magnifique, c'est ça, il le proscrit, il se le prescrit à soi-même. Il dit « Veillez tous les jours à avoir une pensée que vous n'avez encore jamais eue. Veillez tous les jours à faire une chose que vous n'avez encore jamais faite. Veillez tous les jours à écrire ou à percevoir quelque chose qui ne vous a encore jamais été donné de percevoir. » Et je crois que c'est magnifique si nous essayons de nous fixer ces buts-là, parce que c'est peut-être une éthique aussi du quotidien, c'est extrêmement difficile d'y parvenir, mais qui est peut-être la manière la plus sérieuse d'essayer d'être concret, sans confondre la concrétude et avec l'hyperactualisme. Ouais. Bon, ça fait des devoirs du soir ou du jour. Moi, les outils pour définir la vérité, en ce moment, on est plutôt... je vais parler du lieu d'où je viens. Nous sommes en déficit d'outils pour définir la vérité. Et pour moi, j'entends... Vous savez, la vérité, c'est un mot très abstrait. Je sais qu'on parle de concrétude, on revient au concret, mais malheureusement, parler de l'avenir, parler de la vérité, parler du désir dans le livre à travers un couple, ça a l'air d'un luxe en fait, parce qu'on est dans l'urgence de réparer. Et malheureusement, nous sommes en déficit de temps pour construire intellectuellement, avec une conscience collective, quelque chose. Nous sommes constamment, chaque certain temps, ramenés à l'état zéro voilà. Et donc, nous sommes dans l'urgence de ce concret-là. Vous savez, dans la pénurie, dans un effondrement économique et politique et identitaire qui fait qu'on n'a pas le temps de désirer l'autre, on n'a pas le temps de réfléchir sur l'avenir, on n'a pas le temps. Et ça fait partie du complot libanais aujourd'hui, qui fait que quand vous faites 5 heures de queue pour avoir un bidon d'essence à un prix faramineux qui équivaut à votre salaire minimum, franchement, je vois difficilement l'énergie déjà de chercher les outils, de les trouver, sachant que factuellement, la vérité ne nous est pas accessible. Voilà. Donc, c'est le problème de là où moi je me place. Est-ce que l'un ou l'autre souhaite aussi revenir sur les outils pour l'obtention de la vérité, où on ouvre là aussi le débat à d'autres questions? Merci en tout cas pour celles qui ont déjà été posées. Je propose qu'on en prenne, si elles viennent, 2 ou 3 en même temps, de façon à gagner peut-être un petit peu de temps. Oui, d'accord. Vous m'entendez? Voilà, je suis un citoyen français avec accent. Merci beaucoup pour vos interventions. La question que j'ai, c'est est-ce qu'il ne serait pas utile d'avoir une approche fonctionnelle de la vérité? Ça veut dire de la connaissance utilitariste, si vous voulez, une connaissance utile. Ça veut dire qu'en fait, la vérité ou la connaissance est celle qui en fait apporte des solutions à nos problèmes. C'est-à-dire la vérité, c'est ce qui améliore la condition humaine. Donc ça nous oblige à regarder ailleurs pour voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Merci. Voilà la question. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, est-ce que vous m'entendez? En fait, on vous entend, mais on vous voit. Enfin, je veux dire, si vous pouvez vous lever, c'est tout à fait sympathique. Oui, là-bas. D'accord. Voilà, tout au fond, tout en haut. Oui, merci beaucoup pour ces interventions très intéressantes. Moi, j'ai juste une remarque par rapport à un commentaire de Abdelnour Bidar, alors je ne sais pas si j'ai bien compris, mais je crois qu'il pose la question de savoir est-ce que nous vivons encore ici en France en démocratie? Et en fait, c'est quelque chose qui m'a dérangé, moi. Je pense que quand on voit l'exemple du Liban, par exemple, où
Lorsqu'un juge déplaît, on envoie des hommes en armes pour l'intimider. Lorsqu'on obtient presque sa démission, on essaie de l'évincer de cette affaire, justement cette affaire de l'explosion du port. Lorsqu'on voit aussi la manière dont en Turquie on emprisonne les opposants, et puis dans tellement de pays, et puis quand on voit ce qui se passe en Syrie, moi je pense qu'on peut quand même se réjouir en France quand même qu'on a un état de droit qui fonctionne et on est dans une vraie démocratie. Mais peut-être que j'ai mal compris. Vous êtes où, monsieur? Parce que je ne vous vois pas. Tout en haut à gauche. En haut à gauche. Ah, ok, merci. Alors, on attend une troisième question et puis vous attaquez ou bien... alors, la troisième ne vient pas, donc... Si, pardon. La troisième en fait, on a est du en mal train à voir d'arriver, parce qu'on est madame. un petit peu aveuglé par les spots. La troisième est en train d'arriver. Ouais. D'abord, un petit jugement, je m'en excuse, mais merci vraiment pour la qualité, la très belle qualité de vos interventions. Voilà, conjuguées et bien articulées. Donc voilà, c'est un jugement, je m'en excuse, mais je vous en remercie. Je ne sais pas s'il fallait entrer autour de la question de la vérité dans un débat sémantique ou à minima terminologique, mais j'ai été quand même surpris de ne pas avoir la moindre définition de ce que vous appelez la vérité. Alors du coup, j'ai envie de vous proposer la mienne, c'est un peu risqué, mais je le fais. Et moi, il me semble que la vérité, finalement, c'est ce qui reste à partir du moment où, de manière quasi exhaustive, on s'est posé toutes les questions existentielles et qu'on a apporté les réponses que l'on a pu apporter. C'est-à-dire qu'il ne reste pas grand-chose, puisque vous le savez, fondamentalement, il y a un grand nombre de questions existentielles auxquelles nous sommes incapables d'apporter des réponses. Mais il y a une chose dont je suis convaincu, et j'aimerais le partager avec vous, c'est que la réalité, ce ne sont pas les faits. Vous avez beaucoup renvoyé à la question de la factualité. La factualité, en elle-même, de mon point de vue, ne fait pas vérité. Le rapport que nous avons aux faits, ce sont des rapports qui sont bien sûr subjectifs, intersubjectifs, civilisationnels, culturels, mais en aucun cas, me semble-t-il, on ne peut déclarer que lorsqu'on atteint le fait en tant que ce qu'il est, nous sommes face à une vérité. La preuve en est, si je puis me permettre, et je terminerai là-dessus, la preuve en est, c'est que le fait, pour certains, vous le savez, devient un événement, et les événements successifs, réunis, conjugués, pour d'autres, deviennent des phénomènes, notamment en sociologie. Donc c'est bien la démonstration qu'il n'y a pas de fait pour le fait, mais le fait soumis à déduction, à interprétation, à analyse, alors devient la vérité de chacun ou de chaque groupe social. Voilà, je voulais juste apporter cette petite réflexion. Merci, donc il n'y avait pas de question, on est d'accord. S'il y avait une question, je vais essayer d'y répondre. En fait, non, je ne veux pas me lever, merci. Alors, oui. Voilà, madame, et puis après ça, on se pose sur les réponses à toutes vos... Voilà, je voulais vous poser, depuis ce matin, d'abord, je voulais vous remercier pour cette table ronde qui est absolument passionnante. Et je me posais la question sur l'indigence des mots, la difficulté des mots. D'abord, pour le mot croire en l'histoire, ça me pose un problème parce que je trouve que c'est un mot qui est trop englobant, qui est trop sacralisé. Ce matin, on a nuancé, on a dit que c'était pas croire, c'était simplement on ne peut pas faire sans l'histoire. Je trouvais ça plus nuancé. Ensuite, la question de la post-vérité, j'aime pas du tout ce mot. Est-ce qu'on pourrait pas utiliser le mot de mensonge? Parce que la post-vérité, c'est à peu près aussi clair que l'histoire des trous noirs, qui ne sont ni trous ni noirs. Voilà. Alors ensuite, je voulais dire à Emmanuel Laloy revenir sur la question de la perspective. Parce que sur le plan pictural, c'est très intéressant. Parce que la perspective, elle libère à la fois celui qui est regardé et celui qui regarde. Et elle lui donne de l'air et elle lui donne de la liberté. Et s'il n'y a pas de perspective, la vérité, en fait, et le mensonge sont sur le même plan. Alors, si à la place de croire, on pouvait mettre, par exemple, la question de la confiance, c'est beaucoup plus modeste, mais c'est une idée qui oblige, en fait, et qui oblige sur l'avenir les deux partenaires. Et ça me pose, et là, il n'y a plus de prise d'otage. Ça me pose la question de la parole politique qui n'oblige plus personne. Alors, évidemment, on parle de perte de confiance dans le discours politique, d'accord ?
plus de perte, alors donc perte de confiance, perte de sacralité, qu'est-ce qui reste? Alors moi je pense qu'il reste l'homme démocratique, celui qui est dans cet amphi ce soir et qui discute et qui essaye de réunir une connaissance utile. Voilà, merci. Merci beaucoup. Alors, Abdinour Bidar, vous souhaitez répondre direct, voilà, comme c'était une question qui vous était directement posée. Oui, très volontiers. Mais il n'y avait pas que ça, hein. Il y en avait d'autres peut-être avant, non comme... Bien sûr, non, enfin, en fait c'était la deuxième, mais peu importe, on n'est pas obligé de répondre dans l'ordre. Oui, bah, alors deux petites choses peut-être. La première, monsieur qui disait au fond, il me semble que par rapport à d'autres, on est plutôt moins mal lotis et qu'il s'agirait plutôt de se réjouir que nous vivons encore dans un état de droit. Moi je propose qu'on se tienne entre deux extrêmes. L'extrême de l'autoflagellation et l'extrême de l'autosatisfaction. L'autoflagellation qui est évidemment, comme tout excès, ridicule ou insignifiant. L'autoflagellation, c'est dire effectivement plus rien ne fonctionne, etc., etc. Bon. Mais à l'autre extrême, attention à l'autosatisfaction. À force de se comparer au pire. C'est-à-dire qu'à force de se comparer au pire, effectivement, on se trouve toujours nettement meilleur. Et peut-être que ça peut nous faire relâcher notre vigilance par rapport à l'effort collectif que nous aurions à produire, et je rejoins Madame en ce sens-là, c'est-à-dire si nous n'attendons plus en France que la lumière vienne d'en haut, comme dans l'enfance de la démocratie, où nous attendions passifs et que nos élus à toutes les échelles nous apportent la vérité, commençons à devenir ce peuple de conscience démocratique active. Mais est-ce que nous avons commencé de fournir cet effort aujourd'hui? On vient de passer par 2 années de confinement qui ont détruit notre vie sociale, qui ont détruit notre vie culturelle, qui ont détruit la vie associative. Donc il y a un immense effort collectif à produire pour que nous recommencions à être des citoyens qui, dans les petits écosystèmes là où ils vivent, c'est-à-dire le quartier, la commune, l'association, le club, l'entreprise, etc., prennent en main véritablement la réflexion politique, l'action politique, à toutes les échelles où il va falloir, comme je le dis dans mon livre Les Tisserands, réparer ensemble le tissu déchiré du monde. Voilà. Donc moi j'appelle, si vous voulez, c'est pas par auto-flagellation que je dis que la France est mal en point, c'est comme un appel à la lucidité critique vis-à-vis de nous-mêmes, c'est-à-dire un appel à l'engagement citoyen. Et je crois que là, véritablement, il nous faut repartir de très loin. Et je m'arrête là. Alors, sur les autres questions... Peut-être juste rebondir sur la question de l'aspect factuel de la vérité, que j'entends très bien, évidemment, qui a été soulevée lors d'une question. Pour moi, je ne sais pas, enfin, une ville détruite est une ville détruite, et c'est une vérité incontournable. Une explosion est une explosion, et puis c'est comme ça. Et pour rebondir sur ce que vient de dire... mon collègue. Le monsieur. Abdinour Bidar. Bidan, mon collègue, donc, par rapport à réparer ce tissu social dans notre responsabilité civile, voilà, je pense que juste noter au passage que dans un pays comme le Liban, où en déficit d'État, où aucune institution n'a été mise en place, rien, absolument rien, nous manquons d'électricité, nous manquons d'eau. Je voudrais juste saluer l'effort d'une société civile. Si le Liban tient encore aujourd'hui à cet endroit, c'est par la solidarité et par l'initiative privée des Libanais, qu'ils soient à l'intérieur du pays ou qu'ils soient à l'étranger, au détriment de leur investissement humain, matériel, immatériel. Les ONG, tout ce qui s'est mis en place, nous n'avons pas d'État, mais nous avons un peuple. Et je pense qu'à cet endroit-là, oui, les démocraties dans le monde gagneraient aussi à se pencher sur ces pays du Sud. Je pense que c'est le cas aussi de l'Afrique, où on peut voir ces micro-économies se mettre en place, ces micro-solidarités. Je pense que, encore une fois, pour revenir au clivage, il faudrait abolir les clivages et que nos richesses soient des plus-values les uns pour les autres et être à l'écoute finalement de nos démocraties qui sont fonctionnelles en apparence pour que justement elles ne dysfonctionnent pas.
Sylvie Tossig. Je voulais juste répondre sur la vérité. J'avais l'impression, en fait, d'avoir essayé de le définir par rapport à mon petit retour en arrière sur le XVIIe siècle. En fait, je vais imaginer que je m'appelle Immanuel Kant. Kant avait définitivement réglé ce qu'il appelait la question ontologique. Je pense qu'il serait très surpris de voir aujourd'hui qu'on discute de qu'est-ce que c'est que la vérité, parce qu'au fond, il a philosophiquement donc démontré que la question ontologique était dépassée, qu'on n'a pas à travailler sur cette question de la vérité, on a à construire la science, ce qui est quelque chose de tout à fait différent que de travailler, de réfléchir sur la vérité qui n'est pas atteignable si elle existe. Voilà. Et donc je pense que Kant aurait été très surpris de voir revenir la question ontologique, que ce soit par Hegel, par Schopenhauer, par Nietzsche, par Heidegger. Il dirait mais qu'est-ce que ces gens-là sont en train de raconter? Moi j'ai réglé la question. Donc j'ai envie de dire la vérité, on ne va pas s'amuser, on ne va pas entreprendre de la définir ni comme un insaisissable, ni comme un non insaisissable, parce que nous sommes des êtres humains sur cette terre, et le reste est effectivement, c'est là où la religion n'est pas privée, puisqu'en France, il y a aussi une liberté collective des religions qui est reconnue, donc la laïcité est quand même pas aussi violente que ce que vous aviez l'air de définir, mais je pense qu'après, la question de l'être, de la croyance, etc., c'est effectivement la question de la religion, mais pour une vie, disons, fondée sur la pensée des Lumières et la philosophie des Lumières, la question de la vérité ontologique n'accède pas au débat public, elle n'est pas pertinente, alors que des philosophes aient essayé de la faire rentrer à droite à gauche pour des raisons, disons, de tradition philosophique, parce que cette question a été traitée effectivement de manière essentielle jusqu'à Kant. Bon, très bien, mais ça ne veut pas dire qu'elle doit rentrer comme ontologiquement, essentiellement dans le débat public. Là, pour le coup, il faut être laïque, on ne traite pas ici de la vérité avec un grand V, parce que c'est pas le sujet d'une démocratie ou d'une société qui fonctionne suivant les principes et les valeurs que nous avons décidé humainement, avec une souveraineté populaire, que nous avons décidé de faire entrer dans le débat public. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en parler, mais c'est pas quelque chose dont on peut traiter en tant que philosophe. Et vous connaissez tous les débats actuels qui sont autour de Heidegger. Je pense que ça montre qu'il y a une crispation autour de ce retour de l'ontologie qui est revenu dès le 19e siècle, mais enfin qui est aujourd'hui très très présent. Et de critiquer la technique au nom de l'ontologie, enfin qui est le discours à peu près commun aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué pour, disons, ça met en péril une société démocratique. Voilà. Emmanuel Alloy. Deux, trois petites choses très rapidement. La première, c'est que quand vous êtes face à un complotiste, vous ne pouvez pas essayer de le faire changer d'avis en lui opposant des faits. Ça, c'est quelque chose qu'on constate régulièrement. C'est pas en essayant de sortir des factualités qu'on va parvenir à le faire changer d'avis. Et ce matin, les intervenants évoquaient le débat avec les négationnistes. Il y a la perversion qui est là, c'est que le complotiste, le négationniste, c'est au contraire quelqu'un qui vous met dans la position de devenir un factualiste. Donc c'est à ce piège-là que nous devons aujourd'hui échapper. Et je pense que la réponse à la post-vérité, ce n'est pas le retour aux faits inamovibles et incontestables. C'est la question du sens. La question de la vérité est corrélée à la question du sens. Et donc, quand nous étions interpellés sur ces disjonctions entre vérité et fait, je crois que c'est justement cela, une autre conception de la vérité qui ne soit pas celle d'une vérité purement factuelle. On peut invoquer pas mal de noms ici. Le premier qui vient à l'esprit, c'est Søren Kierkegaard qui dit au-delà des vérités factuelles, il y a des vérités, par exemple, existentielles. Pensez au projet de la psychanalyse. C'est quand même assez fou, mais la psychanalyse vous dit peu importe ce qui s'est réellement, factuellement passé, si c'est une vérité qui vous permet de vivre avec du sens votre vie. C'est quand même un pari assez dingue, mais la psychanalyse a un rapport à la vérité, c'est intéressant. L'autre danger, c'est là aussi d'idolâtrer la vérité comme si c'était l'horizon ultime, et là aussi des auteurs tels que Nietzsche, par exemple, nous aident à voir les idoles de la vérité avec un V majuscule qui serait évidemment, encore une fois, unique et transcendante. Donc là aussi, pluralisons la vérité ou des petites vérités avec des V minuscules et peut-être aussi des vérités minuscules au sens de petites
certitudes que nous pouvons acquérir, ces choses que on ne peut pas nous enlever. Il y a des vérités que nous possédons, mais au sens tout simplement de vérités expérientielles, comme quand cet extraordinaire poète qui était Mahmoud Darwish disait « Il y a une chose que vous ne pouvez pas m'enlever, même si vous m'emprisonnez, même si vous m'enlevez ma terre, ma maison, tout, il y a une chose que vous ne pouvez pas m'enlever, c'est le souvenir du goût du café le matin. » Voilà. Ce sont ces petites vérités-là qui sont des vérités sensibles aussi. Et on touche à la question de l'art, bien sûr. Donc, si vous avez l'occasion de regarder ce livre, donc Partage de perspective, vous verrez que c'est essentiellement un livre aussi sur pourquoi les peintres, les artistes, les écrivains ont compris bien avant les philosophes, et même historiquement, la vérité du perspectivisme, et que donc changer de perspective, construire des perspectives, c'est immédiatement déjà prendre du champ. Et là où vous prenez du champ, vous prenez le large, mais vous prenez déjà en considération votre propre finitude, c'est-à-dire le fait que d'autres sont déjà dans votre champ et voient peut-être autre chose et plus que ce que vous pouvez voir à l'instant. Donc, en ce sens, la vérité, je pense, nous ouvre à la question du sens, dans tous les sens possibles que le sens peut prendre. Merci beaucoup. Alors je crois que, enfin non, c'est pas je crois, alors c'est une certitude et c'est la vérité. Ça fait 2 heures maintenant que nous débattons sur cette question de vérité. Je pense, et j'en suis même certaine, que tous ces décryptages et toutes ces portes ouvertes sur des perspectives peut-être nouvelles pour certains, pas nouvelles pour d'autres en tout cas, vous ont éclairé, m'ont éclairé, moi, et j'espère vous aussi, sur ces questions de vérité. Merci à chacun pour vos éclairages, votre participation. Vous avez tous écrit des livres qui sont exposés à la librairie au rez-de-chaussée, et je crois que vous accordez quelques instants pour la signature de l'un et l'autre de vos ouvrages. Donc vous pouvez retrouver les participants à cette table ronde dans quelques instants à l'extérieur de cet amphithéâtre. Merci d'avoir été présents. Merci beaucoup. Belle fin de journée.